Salut les néo-autonomistes. Si je vous dis que ce projet autonome a fait germer de nombreuses graines dans la tête des abonnés. Sylvie et Dominique nous réouvrent leurs portes pour partager leur savoir, leur philosophie et leur art de vivre. C'est notre cadeau de fin d'année et nous avons le plaisir de présenter cette expérience sur l'archipel. Salut Dominique. Eh ben salut, rebonjour chez nous. Rebonjour chez vous, punaise. Il y a un an, je suis venu te voir. Ouais. Il n'y avait pas Sylvie, là j'ai eu la chance de la rencontrer. Et puis on va voir l'évolution et autant te dire, bon pas besoin de te dire que ça a cartonné, que ça a fait pas mal de vues. C'est vraiment sympathique, ouais, vraiment sympa. Alors je précise deux choses avant de commencer la vidéo. La première c'est qu'après il y aura quelques questions-réponses par rapport à ce qu'ont posé les néo-autonomistes, les abonnés. Et la deuxième, je le reprécise parce que j'ai eu beaucoup de questions. Tu ne cherches pas à être contacté, vraiment... Oui, non, ça, on est des sauvages. Ce qu'on a à dire, c'est dans la vidéo et on ne répond pas ni au téléphone ni aux mails de gens qui veulent venir voir, des sauvages. Voilà, mais je dis ça parce que j'ai dû... tu sais, on en avait parlé, on a dû filtrer. Et voilà, au moins c'est dit. Et je voulais dire autre chose, comme à chaque fois, je voulais dire autre chose, mais bon, c'est super. Et je voulais dire aux gens, alors on est essoufflé, parce qu'on me l'avait fait remarquer, tu vois, qu'on était essoufflé. On est sur le point le plus haut. On est sur le point le plus haut et la ferme, elle est vraiment tout en bas, hein, puisqu'on voit là où on voit la tache blanche chez Naka, le cheval à qui on a donné des pommes tout à l'heure. Et la haie, c'est celle qui est au-dessus de la maison enterrée. Donc on a un dénivelé un petit peu sympa et on se fait ça tous les matins pour nourrir les bêtes, évidemment, pour nourrir les agneaux, les brebis. Et voilà. Ça tient en forme, hein ? Ouais, ça tient en forme, ça tient en forme. Alors là, on est au point le plus haut, on touche donc la route du haut et on a planté, puisque c'était l'endroit le plus sec, on a planté des oliviers et de la vigne. Alors au début, on a planté une 50aine d'oliviers qu'on a plantés sous bâche, parce qu'encore une fois, pas de désherbant, pas de désherbant et de désherbage manuel. Comme on a beaucoup de plantations, c'est la solution un peu simple qu'on a trouvé, et ces bâches elles sont facilement recyclables encore une fois. Et puis comme il y avait beaucoup d'espace entre les oliviers, on les a plantés à 5 mètres sur 5 mètres en quinconce, du coup on a planté des vignes. Donc on a planté 2 pieds de vigne qui vont être menés en gobelet. C'est quoi comme vigne? C'est de la vigne à vin, ça c'est vraiment du vignoble à vin. Et de façon à garnir un petit peu. Donc ça va être taillé en gobelet, ça va être monté en demi-tige. Et donc l'année prochaine, le petit coin de blé, on a un quart d'hectare de blé en bas, on va le faire à la place de l'herbe, là, entre les rangs d'oliviers. Et j'avoue que faire une photo avec du blé, des oliviers et de la vigne, symboliquement, ça me plaît bien. Ça doit être très beau. Voilà. Dis-moi, c'est quoi comme olivier? Parce que je sais qu'il y en a spécialement pour les olives. Alors celle-là, on a pris une variété auto-fertile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des plants croisés. Et c'est de la verdale. Et l'intérêt, c'est qu'elle résiste à moins 15. Ouais. Elle résiste à moins 15 degrés et ça, c'est pour l'huile. D'accord. Sur tous les plants, là Sur tous? Tous, oui. Tout ça c'est de la verdale, 50 pieds de verdale, quoi. Voilà, et 100 pieds de vigne, donc, puisqu'il y a 2 vignes entre chaque chat. Donc de quoi faire largement son huile et un petit peu de vin, parce qu'on continue à faire le vin avec les copains. Donc j'ai incité tout le monde à planter de la vigne chez lui et à réunir tout ça pour faire une cuvée commune, quoi. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on on voit que le terrain est en pente et donc on va s'intéresser un petit peu aujourd'hui à la gestion de l'eau
C'est-à-dire comment on évite d'avoir des ravinements, comment on évite d'avoir des chemins ravagés, des champs ravagés, comment on récupère cette eau-là, comment on a fait des bassins, comment on a fait des rigoles, des coulements, enfin voilà. C'est pour ça qu'on est sur le point le plus haut. C'est pour ça qu'on est le point le plus haut, et puis comme l'eau, on va descendre, et on va aller jusqu'au ruisseau, et si on se laisse porter, peut-être on arrivera à la mer. Alors, la mer, non, je vais en profiter qu'on marche un petit peu. Ce qui est vraiment dingue, c'est que depuis cette vidéo, il y a à peu près 18 000 personnes qui nous ont rejoints juste sur cette vidéo. Toi, tu as été contacté par des chambres d'agriculture pour faire des formations apparemment ? Non, c'est surtout les ADR. ADR, c'est issu de la Confédération paysanne et c'est l'aide à l'installation rurale. Et ils étaient intéressés pour faire une visite de ferme autonome au niveau alimentaire et énergétique, parce que ça intéresse de plus en plus de monde. Et du coup, on a reçu 60 personnes dans la grande salle d'en haut que vous connaissez, là où on fait les concerts. Ils se sont pris une claque ? Voilà. Paradoxalement, ça paraissait tellement évident. Je crois que pour les gens de la Terre, c'est un petit peu complètement évident de produire sa bouffe, donc d'aller un cran plus loin, d'utiliser son eau, d'utiliser son électricité. Je crois que ça y est, quoi. J'ai envie de dire, c'est acquis, quoi. C'est acquis pour eux. Alors maintenant qu'ils passent à la pratique, il y a toujours les résistances, parce qu'à la campagne, on aime bien avoir un congélateur plutôt que de refaire des conserves comme grand-mère. Voilà, donc le congélateur, ça c'est vraiment le truc que tu oublies en solaire autonome, quoi, à moins d'avoir enfin bon bref. 50 panneaux. 50 panneaux, voilà. Et puis voilà. Donc nous on a fait le choix d'avoir de la conserve. Je préfère de la viande cuite ou des légumes cuits que des légumes congelés, qui ont été déstructurés par le gel. Bon, pensez que ça va construire des cellules structurées et organisées dans notre corps. Moi, je suis un peu sceptique sur l'histoire. Par contre, au goût, c'est évident. Hein, un truc congelé, c'est bon. Voilà. Après, c'est des choix personnels. Sympa, ce retour d'expérience. Ouais, c'est cool. Donc là, on est sur la partie la plus haute. Ouais. Juste pour donner une idée aux gens par rapport au point le plus bas, on est en hauteur, on est à combien? On est au moins 70 mètres là. Ouais, à peu près, ouais, on doit avoir à peu près 70 mètres. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a 3 zones climatiques. Tout en bas, c'est là où ça gèle l'hiver. Entre les jardins du bas et le bungalow qu'on a habité quand on est arrivé et la maison, on a déjà 3 degrés d'écart. Et entre la maison et ici, à nouveau 3 degrés d'écart. Donc pour les oliviers ici, c'est parfait. C'est dingue. Et ça, tu as posé des sondes pour voir pour ça en temps réel? Non, on a mis des thermomètres qui enregistrent, tu sais, voilà. Bon, mais maintenant ils sont cassés, mais maintenant on le sait. Donc mais vous savez, ouais, vous voyez la maintenant on le sait, donc on n'a plus besoin Il y a moins besoin d'observation maintenant par rapport à avant. Ouais, alors maintenant on observe des choses plus subtiles, quoi. C'est toujours pareil. Genre quoi? Alors tiens, on va en profiter. Qu'est-ce que tu vois maintenant que tu n'aurais pas vu les premières fois, par exemple? Alors par exemple, ce qu'on a repéré maintenant, c'est les déplacements d'air. Ah ouais. C'est les déplacements d'air, ça effectivement, c'est les légers courants d'air qui font que tu as un arbre qui va, tu as 2 arbres côte à côte et puis il y en a un qui va toujours être un petit peu souffreteux d'un côté. Voilà, ça c'est des choses comme ça. Et puis on s'était déjà intéressé aux circulations d'eau parce qu'il avait fallu drainer quand on a acheté ici, drainer, faire des bassins. Et puis on a vraiment fait un cran de plus parce qu'il y a eu des grosses chutes de pluie, parce que voilà, donc du coup on a pu regarder là où ça s'écoulait et les dégâts que ça faisait, quoi. Donc du coup c'est pour ça qu'on a réaménagé des baissières qu'on va voir un peu. Ouais, là, génial ça. On les aperçoit là, c'est les 4 traits en rond qui sont dans le creux de la prairie. Alors attends, je vais essayer de zoomer. Voilà, si tu les vois là, mais on va s'en approcher. Ouais, on les verra plus ou moins, mais ouais, on va s'en approcher. Voilà. Par contre, j'en profite pour poser, alors j'ai eu beaucoup de questions, il y a eu 2200 commentaires en un an. Les personnes ont dit donc... pour la gestion de l'eau, donc là c'est pour ça que c'est cool que tu en parles, tu as mis combien de temps entre l'observation, la mise en pratique et avoir un système vraiment fluide, que l'eau s'écoule bien et tout? En fait on a surtout été surpris par les grosses pluies. Donc en fait au début ce qu'on avait fait, ça allait bien. On réussissait à ce que ça soit à peu près drainé, à pas avoir trop de flaques, à pas avoir trop de boue. Et puis c'est parce qu'il y a eu vraiment des jours, je sais plus en quelle année. Et donc là ça va faire 2 ans
Voilà, ça fait 2 ans qu'on a réaménagé, qu'on a fait des tranchées dans les chemins, qu'on a fait des baissières, qu'on a refait des drains. Voilà, ça fait 2 ans, quoi. Tu parles de l'année, mais plutôt, c'est en quelle saison? Je présume que c'est vers l'automne et au printemps. Alors, que tu as voilà, l'idée c'est que voilà, l'hiver tu te trempes les pieds et puis au printemps tu fais les travaux, quoi. Hein, enfin, logique, quoi. Tu attends un peu que la terre soit ressuyée pour pas, toujours pareil, pour pas faire de la grosse bouillasse. Et pour pas que les engins de chantier, les petites pelleteuses, je veux dire, ça s'embourbe quand même assez vite et puis ça dégueulasse tout. Donc tu fais ça au printemps quand la terre se détache bien des godets, quoi. Et tu refais, voilà. Donc on va avoir différents drains. Enfin, on n'a rien inventé, hein, c'est que des techniques qui existent en montagne ou. On n'a pas la prétention de dire qu'on invente des choses, mais juste, au moins. On a fait des choses simples et qui fonctionnent bien, quoi. Voilà. Voilà, ça c'est un peu notre. Donc là, ce qu'on vient de descendre, c'est là où l'eau ruisselle, on va dire. Voilà, alors l'eau continue à ruisseler. Alors par exemple, elle vient dans ce bassin-là. Et on voyait qu'il y avait de l'eau dans ce coin-là. Donc on a remonté un petit peu la butte là sur le côté. Et puis on voit qu'il y a de l'eau qui stationne là. Et en fait, en se renseignant, eh bien c'était l'ancien lavoir de la ferme du dessus. Ah oui, donc ça donc, du coup, il y avait vraiment une espèce d'évidence que là, il fallait nettoyer, refaire un bassin. Donc là, c'est les brebis qui vont boire ici. Hein. Quand tu dis nettoyer, tu y es allé à la pelleteuse et tout? Oui, nous à la petite pelleteuse, quoi. Oui, ça se regarnit très vite, quoi. Enfin, je veux dire, dès qu'on passe la pelleteuse au printemps et à l'automne suivant, ça y est, il y a de l'herbe et on voit absolument plus les gros travaux de terre et tout, quoi. Hein. Et pour les brebis, quand ici ça tombe à sec, si ça tombe à sec l'été, il y a 4000 litres de réserve d'eau, donc de l'eau de pluie, qui est récupérée par les toitures et ils ont un abreuvoir automatique qui leur permet de... Donc on s'occupe jamais de l'approvisionnement eau des brebis, quoi. Alors je vais juste m'excuser aux gens si ça vibre un peu. J'ai pas le stabilisateur aujourd'hui et ça glisse, donc désolé s'il y a des prises de vue un petit peu particulières. Mais l'essentiel c'est le savoir. Et donc, t'as combien de toitures pour collecter en mètres carrés à peu près sur l'ensemble de tes... C'est pas les mètres carrés de toiture, c'est mètres carrés au sol, hein, parce que ça soit en pente ou à plat, on est bien d'accord que la surface qui tombe, c'est celle-là, quoi. Donc là, pour 4000 litres, on a 5 par 4, 20 mètres carrés, quoi. D'accord. Voilà, 20 mètres carrés pour les brebis, c'est enterré, et puis ça vient dans le petit bassin qui est là, avec un flotteur. Voilà. Encore un bassin, alors? Enfin, un petit bassin, non, ça c'est un bac, quoi, un bac. J'invite les gens à regarder la première vidéo, ils verront ce que tu as déjà fait plus en bas. Donc là, voilà, par rapport à la bergerie, juste en dessous de la bergerie, là on voit qu'on a, quand on a retracé le chemin, il y a eu des petits éboulements parce qu'en fait il y avait de l'eau, là, il y avait de l'eau qui descendait donc de ce côté-là. Et donc voilà, donc de là on a fait un petit trou, on a fait un passage de tuyau, voilà, on a fait une rigole, on a fait un passage de tuyau sous le chemin et on a refait un bassin ici. Et voilà. Ah, qui commence à se remplir, ouais. Qui commence à se remplir, voilà, les premières pluies d'automne commencent à se remplir et ça, donc ça peut ensuite... Alors l'intérêt c'est que ça stationne de l'eau et que ça le répartit doucement après dans la prairie. C'est un petit peu la même fonction en bien plus grand, parce que là les chevaux peuvent descendre, il y a une descente pour que les chevaux puissent aller boire. C'est un peu la même fonction que les baissières, qui sont des bassins qui sont en longueur, qui sont faits à niveau. On verra tout à l'heure avec le grand triangle à niveau, quoi. Et donc elles sont faites en quart de rond. Et donc ça draine toute l'eau qui descend d'ici et qui s'arrête fossé par fossé. Je le filmerai de plus haut pour ça. Voilà. Et ça s'arrête fossé par fossé et donc l'eau ensuite se rediffuse doucement dans le sol. Et ça évite qu'il y ait un ravinement, quoi. Ça évite qu'il y ait des grandes coulées d'eau comme on voit des fois quand ça coule vraiment très très fort. C'est pour temporiser un peu. Voilà. Et puis alors bien évidemment, ça veut dire que ça met de l'eau un petit peu en sous-sol, puisque ça descend à... Les baissières, elles font 30 de profondeur, c'est pas énorme. Hein. D'accord. Elles font 30 de profondeur, mais du coup ça veut dire que ça met de l'eau un petit peu en dessous, quoi. Et ça c'est bien. Pour l'herbe des prairies, c'est bien. Et on le voit parce que les chevaux assez rapidement, quand c'est ressuyé, toi là il a beaucoup plu, ça y est, ça s'est rempli et puis là c'est en train de se vider. Et en fait, dans les 15 jours après, les chevaux ils viennent manger en dessous des baissières, dans l'arrondi des baissières. Et ça c'est toujours un signe qui montre que tiens, il y a de la bonne herbe qui a poussé. Un gras bien. Ça c'est bien, quoi. Voilà. Et alors dis-moi, les baissières, j'ai entendu qu'il y a des gens qui servaient des baissières quand tu manques d'eau dans certains endroits, pour qui plantent vraiment autour des baissières, là où l'eau est un peu stockée. Voilà, alors ça c'est intéressant. La baissière, quand tu creuses, tu mets la terre sur le côté qui descend, sur le côté du dessous, bien évidemment. Tu ne vas pas le mettre au-dessus pour empêcher l'eau d'arriver. Tu le mets en dessous pour retenir le maximum d'eau. Et alors un des intérêts, c'est de planter sur ces buttes-là.
Alors là, bien évidemment, même là, si là on replantait un verger le long de ces baissières-là, ça pousserait vraiment à toute vitesse. Encore à choisir des arbres qui acceptent d'avoir les racines dans l'eau pendant l'hiver quand même. Hein. Attention, faut quand même, faut pas non plus qu'il y ait une asphyxie de racines. Genre quoi. les agrumes et tout, faut éviter. Ah oui, non, les agrumes, non. Ouais. Tu planterais quoi alors comme d'expérience? Là, on peut mettre du pommier, hein. Enfin voilà, on peut mettre du pommier, quoi. Hein. Alors tu replantes plus parce que tu as tellement planté que Oh, voilà, là on en a partout, là on a, voilà, enfin pareil, là on a une haie d'amandier. Là on avait fait les boutures, l'année dernière on avait vu comment on faisait les boutures dans des bâches, et voilà ce que ça donne là. Là, c'est voilà, la petite bouture de bas. Alors ça je l'avais pas mis par contre les boutures. Tu m'avais expliqué, est-ce que tu peux justement en profiter? Comment tu le reproduis? C'est d'une extrême simplicité? Ben oui, quand on taille les arbres, enfin ceux qui se reproduisent facilement de bouture, là par exemple ça c'est du cognacier, on coupe une branche, on fait un petit trou avec la pointe du couteau et on plante à travers dans une terre qui a été travaillée en dessous. On pourra le voir en bas au jardin, parce que j'en ai fait plein cette année, quand on ira voir les rigoles du jardin, on verra. Et puis voilà quoi. Bon, et donc sur une planche de 15 mètres, sur un hiver, ça fait un petit millier de boutures. Donc même s'il y en a que 50% qui reprend, ça fait 500 arbres à replanter dans l'année, ça fait quelques haies, ça fait quelques massifs, ça fait quelques vergers. C'est pour ça que tu ne te relances pas dans un verger, c'est pour ça que je ne me relance pas, et en fait j'ai fait tout ça parce que j'aime pas acheter mes boîtes de taille, et du coup je les file aux copains. Voilà. Ça va, donc ça fait des cadeaux. Voilà. Le risqué. Donc c'est toujours assez sympa. Donc du coup ça me coûte un peu des ronds parce que du coup j'ai acheté des godets grands pour faire les plantations pour ceux qui ne peuvent pas les replanter dès qu'ils arrivent chez eux. Et voilà, donc du coup maintenant je peux offrir des godets avec des plants dedans. Je suis ravi de ça, quoi. J'aime bien la notion de démultiplier et de. C'est ce que moi je disais aux gens. C'est vrai que pour le moment, mes arbres à l'archipel, ils sont en train de s'enraciner. Ouais. Mais une fois qu'ils ont trouvé leur habitat, si on peut dire, c'est vrai que ça doit être cool de pouvoir, juste en taillant et en replantant, de pouvoir avoir... Alors ça marche pas avec tous les arbres, hein, mais après on peut regreffer, on peut... Là c'est les ruches. Ouais. Hein, les ruches dans un petit bois qu'on a planté, hein, évidemment, ça n'existait pas du tout. Ouais. Dans la première vidéo, ça on en avait déjà. On repasse devant, elles sont toujours là, sauf que maintenant on n'a plus de ruches. Les frelons asiatiques nous ont bouffé notre dernière ruche. Et que là on est obligé de retrouver des essaims. Donc ou racheter ou. Non mais tu vois, faut être, c'est bien, c'est honnête parce que c'est pas si magique que ça l'autonomie. Il y a aussi des. Dans la mesure où il y a des prédateurs dont on ne sait pas se protéger ou dont on ne sait pas anticiper, voilà. Alors on pose des pièges à frelons pour éviter le maximum de nids à partir de février, mais il suffit qu'il y ait un nid qui s'installe et puis voilà quoi, hein, ça le fait pas. Tu as tout essayé en technique de piégeage de frelons? Ouais, on a essayé plein de choses. Il n'y a que les cages grillages au-dessus. Je suis un peu sceptique, mais on va quand même essayer pour voir ce que ça donne, quoi. Alors là pareil, un autre fossé. Tu vois, comme l'eau qui descend d'ici et qui descend de chez le voisin. On a fait un grand fossé pour éviter que ça vienne nous ravager ces terrains-là. Tu vois, voilà, le gros fossé, voilà, qui rejoint. Non, ça rejoint un gros fossé qui est derrière et qui rejoint les bassins qui sont là-bas. Alors ça, pour ceux qui se souviennent, c'était l'emplacement des composts de l'année dernière. Donc ça, c'est quand même la bonne technique pour démarrer des jardins, c'est de démarrer un compost et sur ce qui va être le prochain jardin. Et là, du coup, voilà, on voit ce que ça donne au bout de 3 ans. 3 ans de terre argileuse. Enfin, c'est la 4e année, pardon. 4e année. Je rappelle le principe, ça c'était notre aire de compostage. Donc on stockait tous les fumiers pendant l'année. Fumier de lapin, fumier de poule, fumier de brebis, de chevaux, on stocke au milieu. Et tous les déchets végétaux, on stocke au milieu. Et une année sur l'autre, on fait le compost d'un côté, on fait le compost de l'autre. Quand on a récupéré tout le compost, donc le compost là il s'est fait bien étaler par les poules. Quand on a récupéré tout le compost, on passe un coup de griffe, on met des bâches d'un tissé, percées tous les 1 mètre qu'on réutilise, ça fait 5 ans qu'on les utilise, 4 ans qu'on les utilise, et on plante les courges. Donc sans entretien, sans arrosage, sur une bande comme ça, on a 250 à 300 kg de courges. Donc c'est quand même assez pratique pour passer l'hiver et recevoir les copains. Et donc on a fait 2 fois le compost de ce côté-là, c'est la 2e fois qu'on le fait de ce côté-là. Donc cette année on va utiliser ce compost-là pour les potagers, les prairies. Et puis on va tout retravailler en bande, donc comme on fait là donc maintenant, hein, en espèce de petite butte de 140 comme ça. Et là on va faire le jardin.
Et faire le jardin sur une terre qui a porté du compost pendant 2 ans, je veux dire, c'est de l'explosion, quoi. Hein. C'est vraiment de l'explosion, quoi. Alors je vais me permettre un retour d'expérience parce que j'ai eu la chance de passer la soirée ici et on parlait, j'étais assez étonné, même des gens étaient étonnés quand tu disais un stère de bois pour l'année. Oui, ah bah là tu l'as. Hier, je le dis aux gens, alors tu as mis un peu de petit bois pour faire partir et une bûche. Et une bûche pour la soirée. Pour la soirée, c'est dingue. Et on a il faisait trop chaud même. t-shirt. À un moment, ouais, on a fini il a dit si je remets une bûche là pour dans le t-shirt. Pour dire à quel point il faisait au moins 23, 24. C'est tellement ouais, c'est ça, ouais. Nous, oui, c'est ça le problème, c'est qu'on est obligé d'ouvrir. On est monté à. Nous, on est entre 23 et 25, quoi. Voilà. On peut. On va passer plutôt dans l'herbe ou plutôt dans l'herbe. Comme ça, on va. Je te suis. Alors, t'as pas mal d'orties, ça c'est pas mal. Hein. Ah bah oui, ça, les orties, ça c'est... Moi j'en ai pas chez moi sur ma terre. Ah bah t'en prends, ça se multiplie tout seul ça. Bah, pourtant, des racines et puis c'est pas faute d'avoir essayé, je sais pas. Ah ouais, c'est étonnant. Ouais. C'est-à-dire que le sol il est peut-être pas assez riche, je sais pas. Et alors là les gens ça va leur reparler. Là on va arriver sur... t'as une mare. Voilà, alors là on a une autre mare, donc voilà, là on voit la continuité du ruisseau qui est de l'autre côté. Hein, donc ça récolte les eaux qui viennent d'en face et les eaux qui viennent de la prairie à moutons là-bas. Et c'est là où c'est génial, tu vois, de l'avoir filmé de tout en haut, les gens voient un peu la gestion, voilà. Comment tu as dirigé l'eau. Voilà, et là on arrive donc à cette mare, voilà. Voilà, là cette année on va replanter des framboisiers, donc on a fait une belle butte pour les framboisiers. Et on fait aussi, voilà, quand on construit dans les pentes, ça, on est ça obligé... la butte à framboisiers, excuse-moi. Là, on va faire des framboisiers. D'accord. Voilà. On va les dégager de là parce qu'ils sont trop serrés sur les composts. Ils sont trop serrés entre le compost et les noisetiers, donc on va les enlever d'ici pour les mettre ici. D'accord. T'as planté trop près, trop... Comme d'habitude, on plante toujours trop près quand on débute, quoi. Ça, c'est un vrai truc de débutant. Après, c'est, moi, tu vois, c'est ce qu'on me dit souvent, tu plantes trop près, tu vas avoir des problèmes. Je dis, mais quand j'aurai des problèmes, ce sera déjà bon signe, c'est que ça a bien poussé. C'est que ça a bien poussé. Alors là, autre technique pour retenir, quand on a des eaux d'écoulement, par exemple, on a eu un jour un débordement de fossé qui s'est écoulé à travers entre les planches. Alors c'est pour ça qu'on fait des planches un peu surélevées et qu'on fait des rigoles. On verra avec quel outil tout à l'heure. Ça s'appelle une rigoleuse, donc évidemment pour faire des rigoles c'est sympa. Et de temps en temps il y a de l'eau qui débouche. Donc ce qui est bien c'est de faire un arrêt, donc voilà une petite haie de plantation avant le décaissement quand il y a un bâtiment. Voilà. Et quand il y a un bâtiment, on n'oublie pas de faire un fossé. Encore une fois, il y a un fossé qui va et qui rejoint la mare là-bas. Et c'est avec cette mare-là qu'on va avoir tout le goutte à goutte du jardin sans avoir besoin de moteur puisqu'on est 1,50 m plus haut que le jardin. Donc on met le tuyau, on amorce et on a le goutte à goutte. Quand on veut, on ouvre le robinet, ça coule, quoi. Il n'y a pas beaucoup de pression, mais pour un goutte à goutte, ça fonctionne vraiment très très bien, quoi. Et là, ça fait, alors tu as peut-être déjà dit plus tôt, mais ça fait combien de temps que ton système il est opérationnel maintenant? Ah bah ça fait depuis qu'on est là, quoi. C'est la première année. On avait déjà le petit jardin avec déjà un tuyau. On avait une pompe, on avait un vide-cave. On n'avait pas encore le système du goutte à goutte tout seul. Et maintenant, le vide-cave ne sert qu'à amorcer le tuyau et puis après on le débranche et voilà, le tuyau est amorcé, c'est bon. Donc là, on arrive à un autre bassin. Et un autre bassin qui avait une particularité, c'est qu'il fuyait d'ici et donc ça c'était toujours complètement trempé. Donc là, technique de drain classique. Quand il fait bien sec, on a refait une tranchée 40 sur 40 avec un petit godet de pelleteuse. On a mis un drain plastique qu'on enroule avec un géotextile pour pas que la terre vienne le colmater. On met ça au fond du drain, on vient recouvrir de cailloux et ça récupère toute cette flotte là. Et là du coup, après elle va où? Alors elle va toujours pareil, il faut prévoir les écoulements. Donc cette eau là, elle va dans un espèce de petit entonnoir qu'on avait créé ici. Un petit entonnoir qu'on avait créé ici, on voit comment ça coule, hein. On voit bien d'ailleurs que tu vois ça coule de façon assez géniale. Ça coule d'un côté parce qu'il y a un drain, le drain jaune qui arrive pour drainer au-dessus des planches de jardin là-bas, et le drain noir qui vient ici. Et ça passe sous le chemin parce qu'on a fait on a mis des buses et ces buses là rejoignent le ruisseau qui rejoint la mer. Voilà.
Donc c'est quand même toujours intéressant parce que à chaque fois pour ceux qui adorent la biodynamie dans tes vidéos, oui, à chaque fois qu'on fait, il y en a qui n'aiment pas. Donc je rigole à chaque fois, je regarde les gens avec des grands yeux quand j'entends biodynamie. Mais... À chaque fois qu'on fait une pulvérisation et donc qu'on met de l'eau informée de façon homéopathique, à chaque fois qu'on met de l'eau informée sur une pulvérisation de jardin, elle finit forcément par être drainée dans les fossés, dans les ruisseaux, elle va informer la mer. Et ça, c'est quand même assez sympa. Je suis assez content que la mer est très contente qu'il y ait des gens qui pensent quand même un peu à elle. Voilà. Donc ça, j'en suis assez persuadé. Eh ben, je vais te dire, c'est tellement mignon que même ceux qui seraient des détracteurs de tout ça, je dis, mais ça fait du bien en ce moment d'entendre des choses positives. Je suis en train de remarquer un truc, Dominique, par rapport à la dernière fois. Tu commences à faire de l'ombre. Oui. Tu ne l'avais pas ça l'an dernier. Oui. Tu sais, l'année dernière, on commençait à planter. Toutes ces planches-là étaient en jardin l'année dernière. Et maintenant, il y a une planche sur 2 qui a été plantée avec la pépinière Septembre, comme d'habitude. Un peu de pub pour Sébastien un petit peu de pub pour les copains. Cécile. Quoi. Donc là, de la vigne et des kiwis. Voilà. Là, on a plantation de vignes et kiwis, histoire de faire une petite pergola. Ça, je trouve ça assez joli, quoi. D'accord, mais même toi, tu t'y mets à l'ombre. Il fait bien chaud par ici. Ah bah l'été, l'été ça chaud. Et alors voilà, ça c'est Alors on n'a pas vu tout à l'heure l'outil, la rigoleuse, mais voilà. Donc maintenant on fait comme ça. J'ai une rigoleuse, c'est un appareil qu'on met derrière le tracteur qui fait des rigoles derrière une des roues du tracteur. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on a dit qu'on travaillait toujours entre les roues de tracteur pour ne pas retasser les sols. Et alors maintenant, maintenant on a monté un petit cran la technique, c'est-à-dire qu'en fait on fait des rigoles de chaque côté du terrain, ce qui fait que quand il pleut beaucoup, on voit là le sol il a été tassé avec les dernières pluies, mais du coup notre butte elle est beaucoup plus sèche. Et comme on est en bas de vallée, c'était vraiment intéressant d'avoir des rigoles et voilà. Et alors là où on pousse un petit peu, c'est ce qui s'est passé dans ce jardin-là, c'est que pendant l'été on remplit ces rigoles-là avec un mélange de broyé de bois et de fumier. Et que ça nous permet de marcher non pas dans la boue mais sur du sec. Ça fait un pré-compostage pendant 6 mois de ces matières-là et à l'automne, avec la rigoleuse, elle prend la terre et elle la rejette au milieu. C'est ça qui est intéressant, ça veut dire qu'on vient couvrir les buttes avec le contenu de la rigoleuse. Et ça a un autre intérêt, c'est que ça limite l'herbe qui vient de côté. Parce que quand on a beaucoup d'herbes comme ça, beaucoup de passages, c'est très agréable quand on a des gamins qui viennent visiter le jardin et tout ça, mais ils nous piétinent un peu les plates-bandes. Donc on a de l'herbe, ça c'est bien, mais l'herbe elle a tendance quand même tout le temps à gagner sur les buttes. Alors qu'avec cette rigole creusée à chaque automne et remplie pendant l'été avec du broyé et du fumier, ça limite complètement l'envahissement latéral de l'herbe. Et ça nous fait une espèce de butte, pas très très haute, mais légèrement plus haute, mais que le reste du sol. Et par contre, l'eau de côté est récoltée dans les rigoles. Voilà. Et alors là-bas, on va aller en voir une là-bas. J'en profite qu'on marche un peu. Alors je le répète très rapidement parce que les gens avaient demandé, alors qu'il me semble que c'était dans la première vidéo. Pour t'installer ici, c'est parce que tu as le statut agriculteur, parce que tu faisais du dressage. Voilà, on s'est installé en dresseur de chevaux. Et on s'est installé en agricole, donc il faut avoir 10 hectares sur notre département. La surface, la SAU, la surface agricole utile, pour être au minimum cotisant solidaire ou agriculteur, c'est de 10 hectares. Donc il faut avoir au minimum 10 hectares de prêt. Alors après, si c'est 10 hectares, il faut, je crois que c'est un seul hectare de maraîchage ou 5000 m² de serre. Enfin voilà, il y a des équivalences suivant la production, quoi. Et la région Et la région, oui, ça dépend des régions. Ouais. Mais je le redis parce que c'est vrai que combien de fois on me l'a reposé. Alors il me semble qu'on en parle, hein. Peut-être que je l'avais pas mis au montage, mais au moins voilà, c'est dit. Oui, c'est quand même l'intérêt. De toute manière, si on vise l'autonomie, il faut quand même une certaine surface agricole, certaines surfaces pour pouvoir mulcher. Hein. Tous nos jardins sont complètement mulchés. Je rappelle que pour mulcher sur 20 cm, ça veut dire qu'il faut 10 fois la surface cultivée. Si tu as 400 m² de potager, ce qui fait que tu fais tous les légumes pour 2 personnes, il faut 4000 m² d'herbe comme ça, fauchée juste avant qu'elle vienne à graines, pour pouvoir mulcher. Et après, il faut des animaux pour le fumier. Donc ça veut dire un peu de surface. Et dès que tu as de la surface, effectivement,
tu es agriculteur. Ça me fait plaisir, tu vois, d'avoir ton retour, parce que moi, quand en tant qu'ancien citadin, parisien, enfin région parisienne, francilien, 3000 m², pour moi, je me suis dit, mais je vais tellement pouvoir faire plein de choses. Et quand je vois, toi, de la surface dont tu as besoin, je me dis que c'est carrément pas adapté, mais ça, on peut pas l'inventer. C'est pour ça que c'est bien d'avoir ton retour. Ouais, il faut quand même de la surface. Alors là, intéressant, là on a fait, comme on a le puits qu'on a fait pour récupérer l'eau de pluie et la résurgence quand on a creusé la maison enterrée, on avait souvent de l'eau ici. Donc en fait, on avait fait un drain au-dessus, il y a un drain qui passe en travers, c'est le drain jaune qu'on avait vu tout à l'heure. Et alors là maintenant, avec la rigoleuse, on voit bien ce que ça fait. Ça fait vraiment des rigoles. Et donc ça nous fait une espèce de butte au milieu, quoi. Pourquoi tu t'es mis à faire ça par rapport à l'an dernier? C'est du test ou tu l'as vu ailleurs? C'est un peu les techniques de Fortier, le Canadien là, oui, qui fait des machins. Il fait systématiquement en butte comme ça et je trouve ça vraiment génial parce que les terres qu'on passait l'hiver en butte, on a des terres très très lourdes et avec le gel, au printemps, on passe un coup de griffe là-dessus et c'est de la poussière, quoi. Donc on peut vraiment semer avec une terre très très fine, quoi. Ah, il y a encore, voilà. Le nombre d'informations que tu donnes à la minute, là, ça va être encore... Donc là aussi, là ici on a couvert, donc là on a fait ail, oignon, et puis sur l'autre côté on a fait fèves et petits pois. Pourquoi géotextile là sur cette... Géotextile, alors deux choses, ça hâte un petit peu, comme on est limite zone de gel, ça hâte un petit peu la germination, ça évite que ça pourrisse puisqu'il a beaucoup plu. Et puis l'autre intérêt, c'est comme en ce moment on lâche les poules l'après-midi pour qu'elles aillent un petit peu picorer partout, on n'a pas envie qu'elles viennent nous déterrer les germes juste pour voir ce que c'est, quoi. Voilà. Et là, des arceaux avec donc de la salade et de la moutarde chinoise. Et là, on va mettre un plastique pour pouvoir repiquer des choses pour cet hiver. Voilà. Donc là, on a mis que les arceaux et on a le plastique là. On a retiré tous les tuyaux de goutte à goutte. Oui, je vois ça. T'en as plus besoin avec tout ce qui arrive d'en haut. Ouais, non, mais là, bon, on va les remettre systématiquement. Maintenant, donc, une fois qu'on passe un coup de griffe sur les buttes, on a une multi-sous-soleuse à 3 dents qui descend jusqu'à 40. Donc, on a vraiment une réserve d'eau qui se fait en profondeur. Et en même temps, elle nous dessine 4 petites buttes ou 3 sillons. Et ça, avec ça, on sème. Dans les 3 sillons, on met un tuyau. Toi, en général, ils sont couplés, enfin, ils sont par 3. Donc, on met 3 tuyaux, et on paille de 20 cm et on repique. Et c'est le seul travail qu'on fait au niveau du sol. On n'a plus de boulot à faire après, quoi. Voilà, donc là les plantations, donc plantation à 2 niveaux, maintenant on ne fait plus à 3 niveaux, donc dans la série des différentes strates. T'avais quoi comme niveau, un fruitier, voilà. Un fruitier et une espèce basse de bourrage bas, cassis, voilà, cassis, groseille, casseille, quoi. Et on met plus, avant on rajoutait de la fraise au milieu, mais elle disparaît très très vite dès qu'il n'y a plus assez de lumière. Même en été. Bah oui, mais le problème c'est qu'il n'y a pas que l'été que les plantes elles poussent, quoi. Hein, donc voilà. Non, on n'est pas en Afrique, donc il faut quand même faire gaffe. Tous les projets de forêt, jardin, tout ça, c'est vraiment attention à l'écartement et à la luminosité. Hein, c'est pas aussi évident que ça en a l'air sur les petits dessins, quoi. Faut aller voir en pratique. Et c'est pour ça que c'est bien d'aller filmer, d'avoir ce retour d'expérience de ta part. Et d'autres personnes. Hein. Il n'y a pas de... Ce qui est bien, c'est... On en parlait hier à table. Tu le disais aussi, il n'y a pas... ce serait trop dangereux de dire qu'il y a une seule méthode unique de faire de l'autonomie, de la perma. Ouais. Bah tu vois, là par exemple, là on a laissé le sol à nu. Là. Par exemple, là on l'a laissé, on a fait les buts, on a fait les buts, hein, on voit bien le passage de rigole, mais celui-là on ne l'a pas couvert, alors que la planche là-bas elle est couverte avec du fumier. Mais... voilà, c'est-à-dire que ça va se réchauffer plus vite, donc elle va être mise en culture plus tôt que l'autre. Avec un autre intérêt, c'est que le gel va nous casser l'argile, donc ça va être quelque chose de beaucoup plus virulent, donc on va pouvoir semer de la racine très très tôt. Alors que là-bas, pour que ça réchauffe, il va falloir enlever le fumier, parce qu'il restera du fumier, il va falloir enlever la couverture du sol, la mettre sur le côté, travailler le sol, même légèrement, mais avec une griffe pour qu'il se réchauffe, semer et remettre la couverture. Donc ça, voilà, encore une fois, ça dépend ce qu'on va faire après, il n'y a pas une seule technique, une seule façon de faire, quoi. On a un peu de vent, alors désolé si ça souffle un peu, j'ai pas pris les bonnettes et puis la vue, sinon il faut refaire les 10 hectares à pied. Mais bon, désolé aux gens si vous entendez un peu
Un des intérêts de... Ah bah maintenant elle est asséchée, c'est dommage. Un des intérêts des rigoles, c'est que aussi par exemple, tu vois, là on a un bassin. Quand il a beaucoup plu, ce bassin-là, la semaine dernière, il a débordé. D'ailleurs, on voit qu'il y a encore de l'eau ici, quoi. Hein, il a débordé ici. Et si ça déborde, ça venait jusque là. Et du coup, ça commençait à envahir le jardin. Donc à la planche, ça c'est une planche de topinambour pour les lapins. À la planche de topinambour, la rigole, on l'a prolongée jusqu'au ruisseau. Et du coup, ça s'est rempli d'eau, mais sauf que ça allait au ruisseau et ça inondait pas le jardin. Donc vraiment, cette histoire de faire des rigoles, c'est vraiment, vraiment très très... c'est bien, c'est vraiment une technique vraiment très très sympa. Je repose la question, mais il me semble qu'on en avait parlé aussi, mais parce que je l'ai vu plusieurs fois. Combien t'a coûté le terrain et combien t'a coûté de faire toi-même, on le précise bien, la maison? Alors, à peu près, hein, des fourchettes. Alors la maison... toute la maison enterrée, on est équipement compris, on est autour de 60 000 € de fourniture, sachant que quand on est arrivé ici, on avait acheté la pelleteuse. On avait acheté la pelleteuse, donc ça c'est pas compris dans le prix, on l'a revendu après, mais on a acheté la pelleteuse pour faire tous les chemins, Ici c'est encore une fois, je rappelle, c'était une friche, donc il a fallu faire toutes les terrasses, il a fallu... Voilà, donc acheter la pelleteuse c'était bien plus économique, surtout qu'on l'a revendu, c'était bien plus économique que de louer une pelleteuse avec un gars et tout ça. Voilà, ça c'était le gros budget, quoi. Donc la pelleteuse, tu rajoutes 20 000 balles au départ. Donc ça fait à peu près 80 000 pour terrassement plus maison. Mais tu peux pas compter ça parce qu'on a fait tous les terrassements, tous les jardins, tous les machins, tous les bâtiments. Donc si tu la divises les 20 000 balles de pelleteuse par le grand bâtiment, le bungalow dans lequel on a habité, la réserve, non, c'est vraiment plus rien, quoi. Et le terrain, c'est pour le terrain, 30 000 €. Mais agricole, il faut le préciser ça. Parce que... mais le terrain agricole, oui, le terrain agricole, c'est pour ça qu'on a pu avoir des permis agricoles pour les bâtiments, dont le bungalow qui était déclaré comme bureau, pause repas, et le grand bâtiment comme atelier. Alors qu'il soit devenu un atelier de création musicale, ça c'est un peu une extension. D'habitude en atelier, on parle atelier, tronçonneuse, machin et tout ça. On a créé une petite extension pour dire que c'était... Bon, voilà quoi. Mais, bon, c'est toujours un petit peu délicat parce que j'aime pas du tout l'idée des gens qui construisent sur un terrain agricole parce que c'est pas cher. Ça, je trouve ça... c'est foncièrement... c'est pas honnête, quoi. On s'installe sur un terrain agricole parce qu'à un moment donné, on a décidé de prendre en charge cet environnement-là et de l'améliorer et d'en faire quelque chose. Et donc il y a une espèce de cooptation du terrain et de soi. Et ça veut dire qu'on s'engage à ce que ce terrain soit plus vivant après nous que quand on l'a trouvé, quoi. Et là du coup ça justifie à mon avis de pouvoir s'y installer, et j'aimerais bien que la loi s'étende effectivement à ce que des gens puissent s'installer sur des friches agricoles, des terres abandonnées, dans la mesure où ils s'engagent à remettre ces terres en état, à les revivifier, à les entretenir, à faire qu'il n'y a pas d'incendie parce qu'ils débroussaillent et ainsi de suite. Ils aient honnêtement le droit d'y vivre et de s'y installer. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir faire avancer. Il y a des gens qui essayent avec des habitats légers et tout ça. Et, voilà. Par contre, je ne supporte pas le petit malin qui se dit qu'il va faire sa maison sur un terrain moins cher. Ça, effectivement, sans s'occuper du mode agricole, quoi. Voilà. Ouais, mais à l'inverse, alors là, je vais protéger. Moi, tu sais que je suis parti avec un budget très 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 limité. Donc j'ai dû faire, alors je vais pas dire magouille puisque tout a été fait légalement. Mais quand tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu as envie d'être en cooptation, comme tu disais, avec la terre, c'est très complexe, quoi. Tu sais, quand tu n'as pas le statut, tu n'as pas... Non, mais là, il faut que ça, c'est vraiment aux mairies, de répertorier les terres en friche, de demander aux propriétaires, la loi existe, de les remettre en état, et si les terres ne sont pas remises en état, de faire des locations longue durée avec des bails emphytéotiques pour des jeunes qui veulent s'installer, mais avec le droit d'y construire les bâtiments d'exploitation et des maisons, et voilà, quoi. Et il n'y a aucun problème, si c'est de la maison, la plupart de ces gens veulent s'installer sur de l'habitat
l'habitat léger ou sur de la maison bois. Donc il n'y a aucun problème de recyclage, c'est-à-dire que si ça s'arrête, et ben, tout revient à la nature et c'est vraiment pas pire qu'avant. Sauf que ça a permis à des gens de vivre et de s'installer. Ça c'est bien. Ouais, mais à côté de ça, tu as des mecs qui ont 200 hectares avec les tracteurs, qui retournent tous les ans, qui ruinent tout. Enfin tu vois, je comprends ce que tu veux dire sur le fait c'est pas honnête pour, comme tu dis, les petits malins qui font ça pour faire une bonne affaire, mais à côté de ça, il y a aussi des gens qui, parce qu'ils sont propriétaires terriens. C'est pas parce qu'il y a des margoulins qu'il faut qu'on le devienne, hein, ça, soyons. Alors là, c'est la pépinière, voilà. Donc ça c'est ce qu'on a montré l'année dernière pour faire, c'est ce que je t'avais montré rapidement, quand on veut faire une bouture, voilà, on taille par exemple, on va tailler les casseilles, voilà. Donc on taille les casseilles, on va tailler, voilà là, on va tailler sous un œil. On va tailler sous un œil comme ça, un petit peu en biseau, et puis dans la bâche, on fait un petit trou de couteau, et quand la terre est bien préparée en dessous, on enfonce, voilà. Combien de et temps ça, pour un coup sur deux. Enraciné, dupliqué voilà. À peu près. Ça a été fait l'année dernière. Ça a été fait à l'automne l'année dernière. Et là, bah, ça y est, les plants sont disponibles. Donc on peut, tu vois, là j'ai des plants de vigne, des plants décoratifs, et on peut, voilà. Bah, comment faire des haies rapidement, pas cher. Hein. Comment faire des haies. Alors voilà. Alors une fois qu'on a ça, bah, on prend un coup de couteau et on vient couper. Par exemple ici, tu vois, on vient couper ici. On va arracher ces deux là. Donc hop, on vient là. On va couper ça. La bâche est recyclable. Hein. Donc évidemment, là, elle sert qu'une fois. Mais par contre, ce qui est génial, c'est que le sol en dessous, il n'y a absolument pas d'herbe, pas d'entretien et que c'est resté humide. Hein, donc ça, on voit que c'est quand même assez génial. Et puis on vient avec la bêche. Bah, sur une bande comme ça, on fait 1 millier. C'est ce que je dis, quoi. Voilà. Ça y est, c'est enraciné. Ouais. Ah mince, tu l'as... Ah si, ça part. Ouais. Ah oui, c'est tellement humide. Oh, voilà. C'est beau. Et là, on voit bien que la terre reste meuble. On a de la racine. Voilà ce que ça donne 1 an après, quoi. C'est génial. Voilà. Ça, tu la mettras chez toi. Oh, quelle punaise. Alors, tu sais que je vais faire des jaloux. Hein. Ça, c'est cassis. Celui-là, sinon voilà. Je vais me faire tuer. Ça, c'est cassis. Et ça, c'est casseille. Si tu veux casseille. Ah ouais, avec plaisir. Ouais, casseille, c'est groseille cassis. Ouais, ouais. J'en ai à la maison. C'est bon, c'est moins acide que le cassis. Voilà, bah nous on mélange en fait en confiture. C'est pas mal. Alors là, voilà, ça c'est là. Elle est belle la terre dessous. Bah elle est belle. En fait, elle est restée très très meuble. On voit bien qu'avec la flotte qu'il a fait, je veux dire, c'est bon, évidemment, ça colle un peu, mais c'est quand même pas mal. C'est bien grave. C'est quand même pas mal. Tu vois, comme quoi il n'y a pas besoin de gros budget, il faut juste des plans mer, si on peut dire, au début. Ah oui, mais ça, tu vas chez les copains au moment de la taille, tu tailles, donc ils sont ravis, ça leur fait du boulot en moins, et puis tu récupères. Tout simplement. Oh là, celui-là, la racine, elle doit être... Elle est un peu plus costaud. Il doit être enfoncé un peu plus profond. Si je pose la caméra, il faut tirer à 2. Mais c'est bon signe, ça veut dire que là, il y a eu prise de... Oh, tu sens que le truc... Waouh. Oh là là. Et ça en 1 an? En 1 an. Bah, ça a été fait en novembre dernier, on est en décembre. Donc 13 mois. Voilà. Excellent par rapport à celui-là, oui, il est encore plus enraciné. Allez, bah ouais, bah, je vois cassis, que t'es parti. Casseille. Hein. Ah, faudra que je... Moi, tu sais quoi, moi c'est pour des haies, oui, après de toute manière. De toute manière, tu les mets. Je vais faire des jaloux. Hein. Ah si, alors ça aussi, alors est-ce que tu peux en reparler? Alors encore une fois, parce qu'il y a des gens, le problème c'est que les gens n'ont pas notion du nombre de fois où on me l'a demandé et comment ce serait au niveau logistique ce serait compliqué. Tu peux nous reparler du fameux maïs, à combien il résiste et le maïs que tu utilises toi chez toi? Ah, c'est un maïs péruvien qu'on nous a ramené d'un voyage. Tu connais le nom ou pas? Ah non. Mince. Voyage péruvien qu'on nous a ramené, voilà. C'est beau. Sympa, hein? Ouais. Et il résiste à combien ce fameux maïs? Alors le maïs c'est surtout un maïs sans arrosage. C'est surtout ça qui est intéressant parce qu'on nous raconte qu'il faut absolument arroser avec des gros asperceurs qui assèchent la nappe phréatique. Et en fait celui-là il est sans arrosage. Et quand on avait fait dans le champ là-bas, je passais avec le tracteur à cabine. Et donc on voyait plus le tracteur. On avait des maïs qui faisaient 3 mètres de haut.
et qui avaient en moyenne 2. Et il y en a qui avaient 3 épis, et des vrais épis par pied, quoi. Donc c'est vraiment très intéressant. Ils se plantent comme le maïs ordinaire, quoi. Enfin, sur une planche comme ça, on met 2 rangs. Sur une planche comme ça, on met 2 rangs et voilà. Et ils se plantent à 20 d'écart. On le bute 2 fois. Ça, c'est intéressant. Mais ça fait des épis qu'on peut manger. Donc, quand ils sont un petit peu en lait, on peut manger cuits à la vapeur, quoi. Et puis après, c'est pour les poules, quoi. Après, elles sont ravies les poules, elles sont ravies d'avoir du maïs, quoi. Voilà. Alors ça, c'est la rigoleuse dont on parlait pour faire les petites rigoles. Donc, il y a une fraise derrière et un sabot. Une fraise derrière et un sabot, c'est entraîné par la prise de force. Et ça fait donc une rigole de la dimension de ce sabot-là. Donc 30 sur 30. Voilà. Et ça emmène la terre. Voilà, il y a ça ici, ça ramène la terre parce que ça tourne comme ça. Et ça vient la jeter avec cette tôle-là, ça vient la jeter entre mes roues de tracteur. Donc on passe d'un côté, on jette d'un côté, on fait demi-tour, on vient de l'autre côté et ça jette de l'autre côté, on a fait la butte, quoi. Et ce qui est bien, c'est que bon, tu as ça aussi, mais toi tu fais de la traite avec les chevaux, donc si un jour il n'y a plus d'essence, on le fait à la main. C'est génial. Après, ouais, voilà, faut le faire à la pelle et faut le faire à la main, c'est sûr que... C'est un peu plus long peut-être. À la fois, s'il n'y a plus de pétrole, peut-être qu'on n'aura plus que ça à faire, donc on sera ravis de faire de l'exercice. On ne pourra plus aller dans les salles de gym comme on fait d'habitude, on ne pourra plus aller... Quelle tristesse. Donc, De la quoi? De la gym? Tu me dis ça donc, pendant les fêtes. Attends, comment le prendre? Alors là, c'est plus la partie basse. Je vais juste filmer Et donc ça vient jusqu'au ruisseau. Voilà. Et moi, pendant ce temps-là, je prends les triangles. On va voir tout ça. Allez, ça coule bien. Hein. Donc tout ce qui descend, hop, tout ce qui vient de tout en haut, par le système de Dominique, ça coule par là, comme ça, et ça va là. Alors là, Dominique, Quesaco. C'est le blé pour l'année prochaine. Voilà. Il y a combien là, pour que les gens aient une idée? Là, on a moins d'un... On a 2000 mètres carrés, quoi. Okay. Et voilà, alors là, on a fait un petit essai là-bas. Tu vois, là, c'est semé tous les 15 cm. Donc, c'est semé avec ce semoir-là, qui est un ancien semoir à cheval, tiré par les chevaux. Et tout au bout là-bas, j'ai fait un essai. Si tu regardes bien, c'est plus écarté. J'ai fermé un tiroir sur 2. Alors j'essaierai de le filmer de haut. Voilà. Ça. J'ai fermé un tiroir sur 2 de façon à pouvoir faire une vieille technique qui vient chez les Russes. C'est du blé biné buté. C'est-à-dire que tu le traites comme un jardin. C'est-à-dire que là, je vais passer un petit butoir entre les rangs de façon à faire ce qu'on appelle un nœud de talage. Chaque grain va faire, chaque grain fait plusieurs pouces, fait on va dire une dizaine de pouces de blé. Chaque grain de blé fait une dizaine de pouces. Et puis si on l'enterre à 7-8 cm, en fait on le force à refaire à nouveau une dizaine de pouces. Mais une dizaine de pouces sur chaque pouce existante. Donc tu en es à 100 pouces. Donc quand tu as 100 épis à partir d'un grain de blé, semé tous les 30 sur 30, c'est-à-dire 9 grains au mètre carré, tu te retrouves avec 100 épis de blé. Et c'est énorme. Ça veut dire que ça donne la possibilité de faire du blé au jardin avec une surface assez faible. Un blé en bio, tu vas avoir 40 quintaux, c'est-à-dire 4 tonnes hectares. Donc tu n'as pas besoin de 4 tonnes hectares. Hein, si tu manges, je sais pas, une famille elle mange 2 kg de pain par semaine, donc ça fait 100 kg. Donc il lui faut 100 kg de blé. 1 kg de blé, 1 kg de pain. Hein. Tu enlèves le son, tu rajoutes de l'eau, voilà. Donc ça fait à peu près l'équivalent. Tu en gardes un peu pour la semence, donc il te faut 150 kg. Et du coup, 150 kg, c'est possible à faire au jardin. Parce que tu fais quelques planches de jardin en céréales. Et ça, c'est bien. Pourquoi t'en fais autant? C'est pour les bêtes Parce que moi j'ai des poules et puis parce que j'adore distribuer la semence à des gens qui en ont besoin. Parce qu'une semence cultivée en biodynamie, elle a une vitalité que les gens qui sont paysans boulangers sont absolument ravis. Je me permettrai donc on les échange. De t'en prendre parce que rappelle-toi l'an dernier, tu m'avais dit il faudra que tu prennes ça. Je t'ai dit ouais. Puis j'étais tellement sur les fesses de tout ce que tu m'avais appris sur la journée qu'on a passée ensemble que j'en ai oublié tout ça. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors là, on va voir les baissières. Là, on va voir les baissières. Directement. Et alors, tu as quelque chose dans la main. Est-ce que tu peux commencer un petit peu? On va le voir sur place. Tu vas voir, c'est vraiment très très chouette. C'est un espèce de niveau triangle qui se fait très facilement. Alors avant de faire les baissières, on avait fait des essais de retenir l'eau avec des grands bassins comme ça. Voilà. Alors ça, c'est une autre gestion de l'eau. Voilà, ça permet
d'avoir des zones humides et de retenir, parce que sinon, ben, toujours pareil, hein, ça nous détruisait les champs en dessous, quoi. Parce que l'eau, elle s'écoule de toute manière et ça fait des rigoles. Voilà. Et là, pour retenir encore, on a fait dans cette combe-là, où il y avait vraiment des écoulements constants, on a fait les baissières. T'as déjà pensé à écrire un livre, Dominique, avec tout ce que t'as comme ça? Il en rigole. J'ai passé ma soirée. J'ai écrit dans Rustica il y a très longtemps. Ah. J'ai gagné ma vie en étant pigiste à Rustica. Eh, tu vois, mine de rien. Ouais, ah oui. Bien joué. Bon, vous inquiétez Ça pas. va mes zouzous? Je vais le tanner. Je vais l'appeler tous les 15 jours. Là, je parle aux abonnés. Je vais le tanner pour qu'il nous fasse un livre. Alors là, à mon avis, celui-là. Voilà. Alors là, les baissières, on les a faites entre autres avec les gens des colibris. Avec les gens des colibris 82. Tu peux détailler Colibri, ce que c'est? Je sais, mais... Colibri 82. Oh bah c'est bon, il y en a une très active qui est Marielle, qui vraiment est en train d'installer sa ferme en permaculture. Et ils étaient venus ici pour faire les baissières. Alors, je redis encore aux gens, tout est... Il y a plein de niveaux ici, donc c'est pour ça qu'on est tout le temps essoufflé quand on se promène ici, parce que ça monte. Les baissières, on voit qu'il y a un souci, c'est que... Enfin, il n'y a pas un souci, il faut qu'elles soient à niveau. Pour que l'eau se remplisse de partout et se diffuse lentement, il faut qu'elle soit à niveau. Donc, comment on fait? Alors, pour prendre les niveaux dans un terrain pentu comme ça, on ne les a pas dessinés en arrondi parce que c'est joli, on les a dessinés en arrondi parce que ça, c'était la ligne de niveau. Alors, pour prendre la ligne de niveau, on a cet outil-là que je trouve d'une simplicité extraordinaire. Je l'avais déjà vu sur des vidéos de constructeurs. Voilà. Ça s'appelle comment ça? C'est un niveau? Oh bah c'est un niveau. Il y en a qui appellent ça un niveau égyptien parce que niveau égyptien. Alors le seul petit détail, c'est voilà, on prend deux bâtons qui font à peu près 2 mètres et on en prend un plus court qui fait à peu près 1 mètre. Pourquoi je dis à peu près? Parce qu'en fait c'est pas tellement gênant d'avoir la dimension exacte. Il suffit que ces 3 bois là, quand on les met comme ça et comme ça, on les perce en même temps et on aura forcément un triangle équilatéral. Parce qu'en fait c'est ça qu'il faut, c'est un triangle équilatéral. Qui fasse 1 mètre, qui fasse 80, qui fasse tout ça, on s'en moque. Et puis ensuite on vient refaire ce triangle là. Donc bien évidemment, comme on a fait les petits trous, on vient mettre un boulon. Je vais mettre ailleurs pour que les gens voient bien, je vais pas tomber dans la baissière. Ok. Voilà. On vient mettre un... On défait le boulon. Voilà. On vient mettre l'écrou. On le remet dans le trou. On met le boulon. Et là, on a un triangle équilatéral puisqu'on a percé les 2 trous en même temps. Et donc tu as utilisé ça pour que tes baissières elles soient bien à niveau? Alors bien à niveau. Alors pourquoi bien à niveau? On a un super truc. Alors ça, absolument indispensable, c'est un bout de plomberie. C'est du vin. Enfin voilà, ça, il faut absolument un truc un peu lourd. Que ça soit de la plomberie ou n'importe quoi, mais pas un bout de bois pour la gravité. Au milieu, on vient faire un trait ou une encoche. Au milieu, on vient faire un trait ou une encroche. D'accord? Je ne sais pas si on le verra. On le voit bien. Voilà. Par exemple, si je me mets comme ça, on va dans le sens de la pente, on voit que ça ne vient pas au milieu. Donc là, on n'est pas à niveau. Si je veux trouver le même niveau que ça, je me déplace jusqu'à ce que ça soit en plein milieu. Voilà. Une fois que c'est fait comme ça, on met 2 petits piquets. Un petit piquet. Et puis on fait ça. Et là on vient chercher l'autre point de niveau. On vient chercher à quel endroit on est. Tac, tac, tac. C'est très très précis, c'est au centimètre. Hein. Et là tu es toujours au milieu, enfin tu te mets toujours bien au milieu pour avoir le... Ouais, parce que nous on a plein d'outils, mais il fallait bien qu'à l'époque ils aient des systèmes. Ça on est à niveau. Là on est à niveau, on met un 2e piquet. Et puis on vient ici, et puis on fait tout ça. Et quand on veut une ligne à niveau, quand on veut faire une clôture à niveau, quand on veut faire une baissière à niveau, on fait ces niveaux-là. Et puis après, bah voilà, nous on avait mis une ficelle entre chaque piquet. On avait mis une ficelle entre chaque piquet, puis on a commencé à creuser à la bêche. On a commencé à creuser et à remettre la terre sur le côté. Une fois qu'on a remis... Alors surtout, bien évidemment, comme là ça coule ici,
on va surtout mettre la terre de l'autre côté, pas ici pour que ça empêche l'eau de rentrer dans la baissière. Donc là on a une petite butte de terre qui s'est effritée comme il n'est pas permis. Ça fait 1 an qu'on les a faites, elles sont vraiment effritées. Et du coup, là, on pourrait replanter. C'est-à-dire que pour les gens qui ont des terrains secs, ils font des terrains secs, mais avec des écoulements pendant l'hiver. On peut utiliser cette petite butte-là pour replanter. Alors moi, je conseille de bâcher, encore une fois, parce que ça, c'était de la terre nue. Et quand on voit à quelle vitesse l'herbe elle est revenue, on se rend compte que dès qu'on met un petit arbre, même s'il est bien raciné, si c'est des boutures, il y a une concurrence entre l'herbe et les racines absolument extraordinaire. Donc moi, je conseille de bien bâcher, parce que ça tient mieux que la paille, parce que bon, voilà. Les puristes, ils diront il faut de la paille. Moi je dis mettez de la bâche, comme ça vous en occupez pas pendant quelques années et ça pousse pendant que vous faites autre chose. Mais si vous avez du boulot à refaire, eh ben, allez-y, passez votre temps à bosser comme des malades. Ça vous coûtera un divorce au bout des 3 ans d'installation. Et puis non mais c'est comme ça, oui, mais ça c'est la réalité, c'est les stats quoi. Donc à mon avis il vaut mieux être un peu plus humble et puis voilà. Et puis on plante. Et là du coup on se retrouve avec une haie, avec une bande d'arbres qui peut être contreplantée comme on l'a fait, un fruitier, des cassis, des casseilles. Petite modification technique, j'espère que ça ne va pas trop taper dans la vidéo. Super, ouais. Excuse-moi. Non, mais vas-y, excuse-moi. Voilà. Ok, voilà, et là tu as fait ça sur combien de baissières? Tu en as fait 4? Là on a fait 4 baissières, on aurait pu en faire plus. Les 4 sont pleines en ce moment, on voit bien, on a eu des pluies absolument énormes. Et là on voit bien, on se rend bien compte que là le sol il n'est pas détrempé. Là, on peut marcher ici, le sol il n'est pas détrempé. Les chevaux ils marchent, ils font des marques, mais c'est pas détrempé quoi. Alors que sinon, toute cette combe là était complètement. Nous, on est en zone. Enfin, ici c'est humide. Hein. C'est clair que par rapport à des gens qui sont en zone sèche, nous ici le problème c'est un trop d'eau. Ce qui n'empêche pas que l'été ça sèche quoi. Eh oui. T'as pas autant d'eau. Non, mais moi, tu vois, j'aurais aimé, et c'est pour ça que. J'aurais aimé voir ce genre de vidéo avant d'acheter, mais je pense que j'aurais quand même eu le coup de cœur. Tu sais, il y a des fois, on a beau avoir plein de critères, il y a un moment où tu dis, il faut faire des concessions déjà, parce que le terrain parfait n'existe pas. Mais ça m'aurait bien aidé. Le terrain parfait n'existe pas, ouais. C'est quoi les concessions que tu as dû faire, toi, sur ce terrain? Donc déjà, les concessions, parce que par rapport à ce que tu t'imaginais, ce que tu as eu ici, est-ce qu'il y a des choses que tu as... Je pense déjà beaucoup de terrassement, tu savais que tu allais avoir quelques billets à mettre là-dessus? Ouais, mais pour moi, c'est pas une contrainte. Moi, j'ai vécu toute mon enfance dans la Beauce, donc un terrain plat, j'imaginais même pas quoi. Hein, voilà quoi. Moi, j'aime bien l'histoire des terrasses, j'aime bien planter en terrasse, j'aime bien faire des dénivelés, j'aime bien façonner le paysage. Donc non, pour moi, c'est pas de la contrainte. Puis faire avec un terrain où tu sais pas si c'est toi qui l'as choisi ou lui qui t'a choisi, je veux dire, c'est un petit peu. C'est un petit peu comme un mariage, quoi. C'est pas des concessions quand tu le fais parce que ça améliore la relation que tu as avec l'autre. Et là, le terrain devient un autre, quoi. Tu vois, c'est pareil avec les animaux, quoi. Est-ce qu'on fait des concessions? On fait pas des concessions. On regarde ce que l'autre a besoin dans son mode animal et puis on compare avec ce que nous on peut se permettre dans notre mode animal humain à nous. Et puis, ma foi, on trouve l'accord, on trouve l'accord quoi. On trouve l'accord qui est possible parce qu'on est aussi dans un monde avec tout un tas de choses, donc il faut mettre des clôtures, donc il faut, voilà quoi. Donc on fait des clôtures, mais mais on fait du foin, donc on empêche les animaux d'aller n'importe où, mais à côté de ça, on leur garantit, c'est un peu le deal qu'on a avec les animaux, on leur assure une protection des soins santé et la nourriture. Donc, je veux dire, c'est un deal avec l'animal. Moi, j'aime beaucoup les écrits de Damasio qui dit qu'avec le monde vivant, animal et végétal, on doit trouver les accords ajustés, les égards ajustés. Il parle d'égards, c'est plus que les accords. Parce qu'un accord, tu peux trouver un accord, mais l'autre, tu n'es jamais sûr qu'il est vraiment d'accord parce qu'il ne parle pas la même langue que toi. Tu imposes un peu des fois. Voilà. Plus d'accord alors que parler d'égards, ça veut dire avoir des égards envers, c'est autrement plus respectueux et attentif. Donc on en revient à cette notion d'attention et de temps à passer. On ne peut pas s'installer à toute vitesse, même si effectivement on a l'impression en ce moment que ça urge un peu de s'installer à la campagne parce qu'il y va de notre survie. Et paradoxalement, plus on prend du temps, plus on inscrit dans le monde de demain que le temps sera important à respecter. C'est très beau ce que tu dis. Ouais. J'y crois vraiment. Ah oui, tu sais, là où c'est intéressant, et je m'aperçois que quand même,
bon, maintenant ça fait plus de 15 visites de maisons, de jardins et tout. J'ai l'impression que les jardiniers sont philosophes. Un jardinier, s'il cherche l'accord ou l'égard ajusté avec le vivant qui le nourrit en retour et que lui enrichit son sol et qu'il permet une biodiversité de s'installer et puis du coup ça l'enrichit, ça le rend joyeux et puis du coup il va bosser encore un peu plus content et il fait les choses encore un peu mieux et encore un peu plus en harmonie avec son lieu. Enfin je veux dire c'est un espèce de cercle vertueux quoi. C'est-à-dire que tu es de plus en plus content de faire ce que tu fais et le jardin te le rend de toute manière au centuple. Hein. Bah, tu vois, quand tu plantes un bout de bois et que tu te retrouves avec 1000 machins, enfin tu vois, voilà quoi, tu récupères tes bois de taille et avec ça tu fais 1000 plants quoi, tu vois. Bon bah voilà quoi, on voit bien que ça donne au centuple. Tu as un grain de blé qui donne, enfin voilà quoi, voilà, pour semer ça, c'est 30 kg de blé quoi. Donc 30 kg de blé pour avoir 400 kilos quoi. Enfin bon voilà quoi, Je vais aller poser, bon en même temps on va découvrir Sylvie. Bon Sylvie qui a moins envie d'être devant la caméra et je le respecte. Je vais te poser une petite question que je t'ai pas posée la dernière fois et que je pose de plus en plus. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Déconnecter des réseaux, faire ta nourriture, qu'est-ce que tu as cherché? Bon j'ai plus ou moins une idée mais je voudrais l'entendre de ta Moi bouche. j'ai pas cherché à je suis pas déconnecté des réseaux, on a internet, mais c'est un petit peu puisqu'on parle beaucoup des choses essentielles, hein, des commerces essentiels ou pas. Moi, l'important, c'est qu'est-ce qui est essentiel chez moi. Donc, essentiel chez moi, bien respirer, bien manger, encore une fois, avoir le temps. C'est surtout ça, quoi. Je crois qu'une fois que tu décides d'avoir le temps, tu peux plus déjà vendre ton temps pendant 8 heures par jour à un mec qui t'exploite. Ça j'imagine même pas. Et j'ai jamais imaginé ça de ma vie, je l'ai jamais fait. Donc voilà quoi, je crois que c'est surtout un rapport au temps quoi. Avoir le temps d'écrire, avoir le temps de méditer, avoir le temps de... Et donc tous les choix de boulot que j'ai fait, ça a été toujours en fonction du temps. Et de ne pas avoir de patron. De toute manière, ouais, je pense que le jour où on va comprendre que que la seule autorité respectable, c'est celle qui émane de nous, de l'intérieur, je pense qu'on aura fait un grand pas quoi. Hein, là, je pense que c'est vraiment un grand pas dans l'humanité. D'humanité. Tant qu'on pensera que quelqu'un d'autre a raison pour nous, à mon avis, on est dans l'erreur et la soumission, ce qui n'est pas une preuve d'autonomie, mais d'autonomie mentale. C'est pas une preuve de... C'est vivre par procuration, par le biais d'un autre. C'est pas une preuve d'épanouissement adulte, quoi. Je voulais l'entendre de ta bouche. Je savais déjà ce que tu allais me dire, mais c'est beau, ça fait du bien. Et tu sais, ce qui est bien, c'est d'avoir ces belles paroles après avoir vu les actes. Parce qu'il y a les paroles et les actes. Et toi, tu es en adéquation avec les deux. Donc Dominique, on m'a posé pas mal de questions sur comment as-tu fabriqué cette maison. Et tu as quelques images donc des étapes. Est-ce que tu peux nous les commenter, s'il te plaît? Voilà. Alors, première chose, c'est d'avoir une pelle. Parce que, évidemment, pour creuser la colline... le gros boulot, c'est de manier de la terre et de la terre et de la terre. On a dû remuer quelques centaines de tonnes de terre. Voilà, donc là il faut la pelleteuse. Et puis voilà, donc là on voit à peu près la hauteur du décaissement. Hein. On voit vraiment la pente du terrain avec les fondations qu'on a dû creuser. Sur les maisons bois d'habitude, on fait juste un radier, c'est-à-dire 20 cm de gravier avec 20 cm de béton par-dessus. Là, on a fait des fondations à 80 pour vraiment ancrer dans la colline pour éviter que ça puisse glisser parce qu'il y a de la terre qui pousse derrière. Donc, gros décaissement et grosses fondations. Les fondations, donc là, on a coulé du béton sur 80. On avait enroulé, déroulé non pas le géotextile, mais le bidim, le PDM, qui va recouvrir la maison après. On l'a enroulé et ça descend, on l'a enterré dans les fondations avant de couler le béton. C'est-à-dire que du coup, il y a 80 cm de PDM qui va tout en bas. Ce qui fait que s'il y a de l'eau qui vient d'ici, elle passe de toute manière sous les 80 cm de fondation et on n'a pas de remontée d'humidité. Là, on voit une fois qu'on a fait les fondations, on a mis donc comme d'habitude donc des bastins, de 6-18 plus une règle comme ça pour pouvoir tirer après le béton par-dessus. On a ferraillé, on a intégré les évacuations et les arrivées d'électricité et tout ça. C'est la technique classique pour faire les dalles. Ok.
toc. De là, on a coulé les dalles. Voilà, Sylvie est en train d'étirer avec le râteau. Donc on a fait venir une toupie, hein, et puis on coule les dalles. Voilà, ça, on a coulé donc cette première partie avant. Il y a le grand rail au milieu qui nous sert à appuyer les règles, et donc on obtient quelque chose d'assez lisse. Là, on voit bien le décaissé du terrain. Une fois qu'on a fait la dalle, on vient fixer cette pièce de métal qu'on a fait fabriquer. Ça va être l'épaisseur complète de la poutre. C'est-à-dire que ça, c'est les poutres intérieures, c'est celles qu'on voit ici. C'est les poutres intérieures qu'on a fait faire. Hein. Et puis derrière ce parquet à plafond, on a des poutres en lamellé clouées. Donc ils font toute cette épaisseur-là, c'est du bois qu'on a plié, ça fait toute cette épaisseur-là, c'est du bois qu'on a plié et cloué et qu'on est venu appuyer donc sur ce fronton. Donc là, on a vraiment toute la façade de la maison avec du vin d'épaisseur pour mettre du vin d'isolant sur lequel on va venir appuyer les ossatures. Et ça, on l'a fait faire, ça c'est du lamellé collé et les autres c'est du lamellé cloué, l'ancêtre du lamellé collé. C'est-à-dire que c'est des petites planches, c'est de la volige de cette largeur-là, qu'on a fait découper de cette largeur-là, qui fait entre 12 et 18 mm d'épaisseur et qu'on peut plier, donc on peut arrondir pour pouvoir faire les arrondis. Donc à partir de là, on vient mettre la première poutre donc, sur des petites équerres qu'on avait fixées en hauteur. Tu as quand même commencé par ça aussi. Ah oui, ça sur la photo d'avant, on l'avait monté. Hein, okay. Sur la photo d'avant, c'était monté, on a montré ça et ça. Quoi, hein, ça, c'est les débuts de la... Après, on vient mettre la première armature qui va donc nous servir de gabarit ensuite pour pouvoir plier des armatures par-dessus. Voilà, première ossature en lamellé. Voilà, donc là, évidemment, une fois qu'on en a mis une, on les met toutes. Donc là, on voit, elles sont fixées sur le devant hein, de cette petite pièce métallique qu'on a fait faire par le forgeron. Hein. Vous les mettez tous les combien? Alors là, on a 60 entre les poutres. On a 60 entre les poutres parce que c'est les panneaux de laine de bois qui font 60 d'épaisseur, donc pour pouvoir mettre l'isolation. Et elle fait combien en largeur la maison? 5 mètres, on est à 5 mètres. 5 mètres de... Voilà, là on a 5 mètres, là on a 3 mètres. Et en longueur? 16 mètres. 16 mètres. Plus la cave. Ok. Tu avais déjà intégré, oui, la cave à la construction. Voilà, autre ossature avec une cloison intermédiaire. D'accord. Hein, et puis un premier panneau d'OSB à l'intérieur. Là, ça commence déjà à prendre forme. On reconnaît direct. Voilà, ça c'est vu d'en haut. Ça c'est vu d'en haut. Ok. Voilà. Donc on voit bien que les lithos servent à tenir les écartements. Ok. Voilà. Donc ça, on va habiller ça avec donc ce parquet à plafond qui va donc donner un joli plafond d'ici. Et par-dessus, on va mettre les différentes couches de bois, les différentes couches d'isolant qu'on va voir au fur et à mesure. Okay. Et on va redérouler ce EPDM qui est donc enroulé en bas dans la fondation. On va le redérouler par-dessus pour couvrir. D'accord. Astucieux. Et là, ça bouge plus vu qu'il y a tout le poids. Voilà, donc là, ici, on voit le plafond, on voit le parquet à plafond. Sur le parquet à plafond, on est venu mettre deux planches, deux épaisseurs de volige qu'on a courbées et clouées. Okay. Et là-dessus, on va venir mettre un plastique qui va servir de pare-vapeur, donc une bâche en plastique noire qui va servir de pare-vapeur pour éviter que l'humidité créée par la respiration, la cuisine, ça, dans la maison, vienne imbiber l'isolant. D'accord. Ah, là, on voit. Voilà. Là, on voit tout le plastique qui a été posé. Donc, les deux premières planches qu'on avait vues, c'était pour qu'il y ait une lame d'air. On est d'accord. Ensuite, on a remis de la volige par-dessus pour savoir à quel endroit était et que ça tient complètement le plastique. Et là, on a mis, pour faire une isolation croisée, on a mis du lamellé cloué. Pareil, on voit, ça c'est des petites épaisseurs de bois en longueur, tous les 80 pour faire une isolation dans ce sens-là. Et ensuite, on refera du bois courbé dans ce sens-là pour mettre une isolation dans l'autre sens, pour faire une isolation croisée. L'intérêt de ça, c'est que ça nous permet aussi de monter sur la structure, bien évidemment. Hein, parce qu'on n'a pas d'échelle. Bah oui, c'est des détails, mais pratiques, quoi. Voilà. Et là, on voit bien. Là, on a fait une première épaisseur de poudre, donc 10 cm de poudre dans ce sens-là. Donc, on va pouvoir glisser de l'isolant dans ce sens-là. Et là, on a remis de l'épaisseur dans ce sens-là pour pouvoir poser de l'isolant dans ce sens-là. Ici, on a de la laine de bois jusque-là, parce que la laine de bois, elle se tient en hauteur. Et ensuite, toute cette partie-là, c'est de la laine de mouton, la laine de nos moutons. Voilà. Et là, on voit que toute cette partie-là,
elle redépasse devant. Donc on a calculé cet endroit-là ici en regardant avec le soleil pour que ça nous fasse une casquette solaire, c'est-à-dire que l'été, le soleil qui est plus haut que l'hiver ne vienne pas chauffer la façade et que par contre l'hiver, le soleil qui est plus bas vienne éclairer toute la façade. Et donc c'est pour ça qu'après on a fait la serre l'année d'après pour chauffer la maison. Donc là, voilà. On voit de la laine de mouton, et de la laine de bois. Encore Sylvie à l'œuvre. Oh ben Sylvie, Sylvie elle sait construire les maisons. Sylvie, moi je prends la photo. Combien d'années vous en avez construit ensemble? Ah bah pendant 11 ans, on a fait des chantiers tous les deux. Sylvie a payé ses études de médecine chinoise en étant avec moi sur chantier. Donc elle connaît tout de la maison, elle est capable de faire une maison en bois comme moi. Alors, même genre de technique. Sur les poutres qui ont été en lamellé clouées, on est venu placer du bois épais de 35. Ça s'appelle de la solivette. Hein, c'est 35 mm sur 15 cm d'épaisseur, de façon à avoir quelque chose de plus solide pour résister à la pression de la terre. Pour pas que, si on met juste de la volige avec le poids de la terre comme ça, elle va se creuser. Ouais. Donc là, on a mis du 35, et pour être sûr qu'on ne vienne pas crever le revêtement qu'on va mettre par-dessus, on va en plus rajouter un OSB. Hein, on voit ici, il y en a déjà. On va rajouter un OSB très souple. Un OSB de 8 mm qui va permettre d'éviter, oui, voilà, d'avoir vraiment quelque chose de lisse pour pas avoir de... Voilà, c'est une autre coupe de la maison et on commence à bien voir comment ça va se... Et oui, ça dépasse bien comme il faut. Voilà. Les plans, tu m'as dit, tu les as eu dans ta tête, tu n'as pas fait de plan pour monter? Si, je vais te montrer un petit dessin qu'on avait. Voilà. Alors sur ce panneau-là, on a rajouté donc cette espèce de petit... c'est ce qu'on met dans les fondations. C'est ce qu'on met dans les fondations pour pas que la terre vienne sur le béton. Alors ça permet que le PDM qu'on va redérouler par-dessus ne soit pas directement appuyé sur le bois pour créer de la condensation. Ça veut dire que là, il y a une lame d'air, il y a une espèce de petite lame d'air qui fait que le PDM, le caoutchouc, n'est pas directement en contact avec le bois. Ce qu'on met sur le sous-bassement, ça souvent. Voilà. Voilà, là on est entièrement recouvert. Voilà, là on a entièrement recouvert avec le PDM. Voilà, donc là on fait des plis, on colle, hein, c'est une colle spéciale, c'est de la dissolution, c'est comme la colle à rustine. Hein, en fait, on déroule les rouleaux qui font 2 mètres de large, on déroule et on les colle, on les fait largement recouvrir l'un sur l'autre, d'au moins 10 à 20 cm, parce qu'il y a quand même une extension possible si jamais la terre tasse, tire, enfin bon bref. Et voilà, donc 10 à 20 cm de recouvrement, c'est de la dissolution, en gros pot, évidemment, c'est pas un petit tube. Hein. Et puis ça vient coller, et du coup, ça fait une seule pièce de caoutchouc. Le PDM, c'est fait à partir de pneus recyclés. Donc on retrouve un petit peu l'histoire des pneus du Earthship, mais sous forme de PDM. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que c'est le mot qui est souvent revenu quand ils ont vu cette maison. Les gens, ils ont dit, mais en fait, c'est un Earthship, mais en bois. En bois. Mais il y a quand même du pneu. Il y a quand même du pneu, voilà. Donc ça c'est vu de l'intérieur, hein, donc voilà, donc ça c'est là, voilà, là on connaît une fois fini quoi. Et puis voilà. Alors ça c'est important parce que ça c'est important. Alors ce qu'il faut quand même penser, alors on a mis sur le PDM, on a mis un géotextile épais, celui qu'on met sous les routes. Avec de larges recouvrements aussi, de façon à ce que les racines qui vont forcément repousser ne viennent pas, avec les sucs racinaires, dissoudre le PDM. Donc on a... voilà. Donc ça, comme ça, on a vraiment une vraie protection. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a 3 câbles métalliques, 3 grands câbles métalliques qui retiennent par la façade. C'est du gros câble à camion, hein, du gros câble de 30... du gros câble de 30, et là il y a une grosse poutre en béton qui a été enterrée dans une tranchée avec des tendeurs, et ces tendeurs ont été, tu vois, c'est à 5 mètres de la maison, quoi, 5 mètres de la maison, dans la terre qui n'a pas été remuée, hein, c'est-à-dire dans la colline préexistante. Hein. Okay. Et on s'était 2 ans auparavant, puisqu'on savait qu'on allait construire là après notre observation, on avait commencé à planter la haie, qui maintenant a quelques mètres de haut, en arrondi tout autour de la maison, de façon à retenir la colline et à prévenir un éventuel glissement de terrain. Et c'est ça le secret de... Parce que c'est le temps. C'est le temps. Comment tu fais pour pas que ça s'écrase
C'est le temps, pas de mystère. Et donc là, on a 3 câbles qui sont tendus et qui sont accrochés à la façade. T'as coulé combien de béton de l'autre côté pour soutenir ça? C'est des poutres en béton qu'on est allé acheter chez le gars qui préfabrique des poutres en béton. Donc il y a de combien 16 poids mètres de poutres béton en 40-40. Oui, en poids, je sais pas ce que c'est. Alors si des personnes savent le calculer en commentaire, ça nous arrangerait beaucoup. Voilà. Et c'est ça le secret alors. Voilà, ça c'est le secret. Et on me disait, bon pour la serre après c'est facile, t'as utilisé quoi comme métal? Il a l'air assez léger. La serre, non, c'est de l'IPM de 10. On a mis de l'IPM de 10 sur pour les montants et après on a mis du petit T de 30 avec de la vitre achetée chez Saint-Gobain. On l'a juste pris anti-effraction, c'est-à-dire qu'elle a ces 2 plaques de verre. Avec 2 plaques de verre avec un plastique, c'est comme les pare-brises, c'est-à-dire si jamais il y avait une grosse grêle ou un pétanqueur fou, on n'aurait que des petits éclats qui resteraient accrochés, quoi. Voilà, c'est un peu la seule protection qu'on a fait. On n'est pas obligé de mettre ça coûte un peu cher, mais c'est tout. Voilà. Mais ça dure. Mais ça dure. Donc ça c'est soudé, c'est juste soudé. Après les gorges sont remplies de silicone et on a posé les vitres dessus. Voilà. Enfin, ça c'est vraiment très très simple à fabriquer, quoi. Mais tout paraît simple quand je t'écoute. Tout paraît simple. C'est au niveau de la conception, en tout cas, c'est pas compliqué du tout, quoi. Voilà, ça c'est clair. Merci. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter là-dessus? Mais combien de fois on m'a posé la question? Alors, ce qui est clair, c'est que même avec les grands câbles qu'on a vus, on s'est rendu compte que là, on a quand même l'équivalent avec la colline, 150 tonnes qui poussent, c'est-à-dire l'équivalent de 3 à 4 3 à 4 poids lourds qui poussent la façade. Donc, même si des architectes nous ont dit non, il n'y a pas de problème, la pression se calcule verticalement, nous on savait que ça allait pousser sur la colline. Donc en fait, on a cette façade-là qui s'est légèrement penchée. Donc si la façade s'est légèrement penchée sous la poussée, les câbles se sont détendus, enfin se sont même tendus à fond, ils se sont détorsadés, quoi, hein, ils se sont mis en tension, donc on a une façade dont le haut est à 5 à 7 cm plus loin que le bas, donc on n'est pas de niveau. Ça veut dire que si on veut un mur de façade de niveau, est-ce que c'est vraiment important, j'en sais rien, mais si on le veut absolument de niveau, il faut penser, si des gens veulent faire la même chose que nous, il faut penser mettre ce premier mur, hein, que nous on avait mis bien de niveau au départ, il faut penser à le mettre 5 à 7 cm en retrait, de façon à ce que, avec la poussée, une fois que la terre sera mise, il sera très droit. Donc c'est un petit peu compliqué d'imaginer, enfin voilà, de faire la même chose. Ça va dépendre du sol, ça va dépendre du terrain, ça va dépendre de la pente, ça va dépendre de la pression. Voilà. Donc ça, c'est pas la formule de maison dont j'ai vendu la technique. On est resté sur un système canadien d'ossature qu'on verra tout à l'heure, parce que ça me semblait un petit peu plus hasardeux. Nous, on peut tenter ça chez nous parce que on va pas se porter plainte contre un entrepreneur qui nous aurait fait une maison pensée, voilà. Puis nous, on s'en accommode, alors que c'est difficile de proposer ça à un client. Mais si quelqu'un veut le faire, voilà, vous avez le processus et bonne chance. Bonne chance. T'as mis combien de temps à faire ça? 6 mois de mémoire? Oui, c'est 6 mois. C'est-à-dire qu'il a fallu du temps. Entre les moments de séchage, les moments où on a monté, les moments où ça a poussé, où on a eu peur, ça nous a poussé les cloisons, on était obligé de refaire les cloisons. On était obligé de refaire des choses. Voilà. Les maisons à ossature, c'est beaucoup plus rapide puisqu'on fait une maison en général en 3 mois, c'est fait, quoi. D'accord. Ton savoir, tu l'as transmis à quelqu'un? Oui, alors pas sur cette technique-là, ça reste un projet unique, mais on va voir tout à l'heure. On a donc une technique, ça vient du Canada, un système canadien qui permet de monter des ossatures sans engin de levage. Et donc c'est vraiment très très simple. Et donc on va pouvoir voir le process. Et ça y est, moi j'ai arrêté de faire de la construction de maisons bois ou de la formation à la construction. Et j'ai formé un jeune, Rémi, dont vous pourrez sûrement avoir les coordonnées via la chaîne Archipel, et il sera, vous pourrez le contacter. Lui prend la suite, et avec ma technique, je l'ai formé pendant 1 an sur des chantiers, et donc il connaît un petit peu tous mes secrets de construction. Dominique, on va rigoler, montre-nous de quoi t'es parti. En fait, je suis parti d'une idée de Sylvie. Au départ, c'était son idée de dire, si on fait une maison, tant qu'à faire, la meilleure intégration qui soit, qu'elle soit creusée dans la colline. Et donc on s'est dit, oui, ça pourrait ressembler à ça. Alors j'avais dessiné ça,
Je rigole. J'avais dessiné ça, voilà, donc c'est vraiment un plan d'architecte très élaboré avec déjà les dimensions, les inclinaisons, les axes et tout. Et voilà. Et t'es parti de ça. Et on a fait que ça d'ailleurs. D'ailleurs, on n'a pas fait d'autres plans. D'ailleurs, on est resté là-dessus. On avait fait juste un plan de charpente précis pour faire faire les ossatures. Et à partir de là, on a pris les dimensions sur du standard, donc sur des bois standards de 3 mètres. Donc on savait que la portée était, correcte, quoi. Comme quoi, il faut savoir rêver pour arriver à quelque chose et à un résultat tout à fait sympathique, quoi. Alors ça n'empêche pas les calculs après quand même, oui. Hein, mais bon voilà, quoi. En tout cas ça c'est l'idée de départ et finalement on est assez proche, quoi. Voilà le secret de cette maison. Entre autres, partir d'un rêve. Partir d'un rêve. Alors Dominique, maintenant on va voir ta manière générale de fabriquer une maison et plus celle-là en maison enterrée. Voilà. Est-ce que tu peux nous le développer s'il te plaît? Voilà. Donc voilà, alors ça c'est on part de... Ça va donner ça. Toujours intéressant d'avoir déjà une idée de ce que ça va donner. Parce qu'au départ, on commence comme ça. Donc on commence toujours par décaisser. Alors évidemment, nous on est à Tarn-et-Garonne, donc on est tout le temps sur des terrains en pente. Hein. Donc on commence à décaisser pour pouvoir faire une dalle. Voilà, là on a la dalle de la maison comme d'habitude avec et du gravier et la dalle en béton. Okay. On se rend compte que ça va être une terrasse. Donc bien évidemment, la terrasse elle est légèrement plus basse que la dalle. Okay. Hein, pour pas avoir des remontées d'humidité. On commence par installer 2 lisses basses et à construire un gabarit, c'est-à-dire qu'on voit que la maison. Voilà, ça c'est le gabarit de la maison. Okay. On va assez vite comprendre. Voilà, c'est-à-dire que sur ce gabarit-là, on construit différents cadres. On construit tous les cadres qui vont être érigés sur les 2 premières lisses basses. Là, on met des cales tous les 60 cm. D'accord. Et on vient pour faire bascule. Voilà. Et on vient faire bascule. Et on vient faire bascule une maison avec un étage, avec simplement une gaffe en bois. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas besoin d'avoir. Ça reprend cette idée quand même. Ça reprend cette idée quand même toujours d'avoir un truc. Oui, mais non, c'est pas du. Ouais, évidemment, c'est toujours l'histoire des trames, mais ça, c'est. Voilà. Là, voilà. Et là, on vient tenir tout ça de niveau avec des lithos en attendant de pouvoir mettre le panneau. Voilà. Et là, on voit, l'outil magique, ça s'appelle une gaffe et c'est avec ça, donc on est 2, hein, là on est 3 à mettre ce chantier, on monte quand même une maison à étage. C'est-à-dire que là on a quand même 4,50 m de poteaux, quoi. Donc il y en a 2 ici, on vient poser contre les cales, on relève et quand on arrive au moment de bascule, il y en a un avec la gaffe qui pousse sur le haut et qui le maintient en hauteur pendant qu'on cloue. Voilà. Donc une fois qu'on a monté tous les cadres, voilà ce que ça donne, quoi. Là on a tous les cadres de la partie étage de la maison et ensuite là il va y avoir des extensions. Ok. Et là, tu peux choisir, tu peux en mettre autant que tu veux par rapport à la longueur. Tu peux aller aussi long que tu veux. Voilà, on ne dépasse pas 6,50 m de large. Mais voilà. Là, on coupe les poteaux. On en voit qu'on a montré des poteaux parce que là, par exemple, on va mettre des portes. Donc, bien évidemment, les portes, les fenêtres, elles ne font pas forcément 60 d'écart. Oui. Donc là, on met des faux linteaux, enfin des vrais linteaux qui supportent le poteau qu'on a coupé pour avoir des portes, des ouvertures. D'accord. Ok. Voilà, on commence à habiller. Alors nous, on met les panneaux sur l'intérieur. C'est de l'OSB, ça? Ça, c'est du panneau OSB. Ok. Donc là, panneau d'étage. Hein. Voilà. Là, on passe directement à l'étage. C'est-à-dire qu'on a mis des poutres. Hein. On a mis 2 poutres de chaque côté des poteaux d'ossature principale. Et puis là-dessus, on a mis un premier plancher qui est de la planche rabotée bord à bord. Et ça va être un plancher de travail sur lequel on va monter le 2e niveau. Et donc là, on met les... Je résume un petit peu, hein, parce que... Oui. Voilà. Excellent. Donc là, on fait vraiment toutes les extensions. Ouais. Et à partir de là, voilà, les extensions avec un panneau OSB d'un côté. On voit qu'on est quand même très décaissé parce que quasiment là, on a un passage d'1,50 m derrière et hop, c'est le talus, quoi. Hein. Ok. Voilà. Et là, on fait, là, on raccorde, on met les angles pour faire les angles de la maison. Voilà, là on a déjà une belle ossature avec un habillage d'OSB intérieur. Alors nous on met l'OSB à l'intérieur parce que c'est lui qui nous sert de pare-vapeur, puisque pour qu'un mur soit respirant, il faut qu'il soit du plus étanche au moins étanche. Donc on met l'OSB à l'intérieur, et non pas à l'extérieur pour bloquer l'humidité dans l'isolant, mais à l'intérieur pour empêcher l'humidité de rentrer dans l'isolant. Ensuite on remplit cette ossature avec de l'isolant, 20 cm de laine de bois, on met un pare-pluie et on met le bardage. Et donc du coup le bardage étant plus ajouré, s'il y a de l'humidité qui a réussi à rentrer dans le mur, elle peut, par pression interne d'un volume fermé, donc dès que
Dès qu'un volume est fermé, il est en surpression par rapport à l'extérieur. Et la vapeur d'eau peut, si elle réussit à passer dans les petits trous de l'OSB, hein, là où il y a des trous d'électricité, là où il y a des raccords, des joints, des choses comme ça, l'humidité qui réussit à rentrer peut facilement ressortir parce que le bardage, lui, est plus aéré que l'OSB. D'accord. Voilà. Alors moi, c'est pas ma spécialité, mais je comprends quand même bien les étapes. C'est génial de voir. On remplit les caissons de toiture. On remplit ces caissons avec de l'isolant. Ouais. Voilà. On a mis un pare-vapeur réflectorisant. C'est-à-dire le réflectorisant, il permet qu'il y ait la moitié de la chaleur produite dans la maison qui soit renvoyée dans la maison. Donc on multiplie par 2 l'épaisseur de l'isolant. Et ensuite, on vient mettre un habillage, donc un voligeage, un pare-pluie. Excuse-moi, c'est quoi voligeage? Voligeage, c'est de la volige. Et la volige, c'est de la volige. Ok, c'est ça. Hein, d'accord, non mais... de 18, volige. Okay. Voilà, sur lequel on vient mettre un pare-pluie, et ensuite on va pouvoir mettre les tuiles. Oh. Voilà c'est ce que ça donne. Tout mignon. Génial. Et ça quoi? Ça dure une centaine d'années sans problème? Sans problème. Quelques photos de l'intérieur. Wow. Donc les panneaux d'OSB qui ont été recouverts avec un enduit et une cire à l'ancienne, du carrelage. Voilà. Ça s'appelle comment? Tu dis que tu l'as emprunté, cette technique des Canadiens? C'est les Canadiens qui ont mis ça au point pour que les agriculteurs construisent eux-mêmes leurs bâtiments. Excellent. Oui, sans avoir à être 50 pour monter les... C'est génial. Oh, c'est beau comme tout. On a rajouté des terrasses sur l'extérieur. Tu as fait combien des maisons comme ça depuis ton début? Oh, je sais pas. Ça, tu comptes plus. Ça, je sais pas. Ouais. Voilà. Et tu t'as fait ça combien de temps? En plus d'autres activités? 40 ans, punaise. Ouais, vraiment, tu touches à tout. Voilà. C'est beau comme tout. C'est mignon. Voilà. Et donc, bien évidemment, avant de refermer les murs là, avec un bardage vertical, mais on peut mettre de l'horizontal, hein, ça après c'est des choix, on avait passé dans les murs électricité et plomberie. Bien évidemment. Voilà. Merci pour ce tour d'horizon. Voilà. Sylvie et Dominique. Merci Sylvie de rester quelques minutes pour échanger un petit peu. Alors juste pour reparler de statistiques, en un an on a eu 1 700 000 vues sur cette vidéo. Si un humain était né maintenant et regardait l'ensemble de ce qu'ont regardé les téléspectateurs, j'aime pas dire ça, les abonnés, il aurait 75 ans. D'accord. Et donc ça fait beaucoup. J'ai eu pas mal de questions, mais on y a répondu déjà dans le reportage, dans ce qu'on a tourné. Il y en a une qui est revenue, c'est maintenant si vous aviez quelque chose à changer de différent par rapport à vos débuts, qu'est-ce que vous auriez refait différemment? C'est vraiment au niveau des plantations. Hein, on s'était dit ça, on a vraiment mis des arbres partout, des arbres fruitiers dans les haies. Et sur 12 hectares, ça veut dire qu'il y a des arbres fruitiers qui sont très très loin. Donc des fois, quand on se dit, tiens, c'est peut-être mûr, on arrive et c'était mûr, mais la semaine d'avant, les oiseaux sont passés avant nous. Donc voilà, il faut vraiment penser que ça rejoint la notion de design permaculturel. Il faut effectivement penser ce qu'on va utiliser tous les jours. Les salades, les aromatiques, ça c'est vraiment près de la maison. Les fruitiers, il faut vraiment qu'on passe devant tous les jours pour s'en occuper correctement. Enfin voilà, faut pas mettre des arbres fruitiers trop loin de la maison. Et sinon, c'est pour les oiseaux, ce qui est une bonne chose aussi. Mais voilà, ça serait... c'est ce qu'on fait maintenant. D'ailleurs, on a rajouté des fruitiers plus près d'ici. Sinon, qu'est-ce qu'on ferait Sylvie, est-ce qu'il y a des choses toi, que tu as remarquées, que tu aurais changé au début, des bêtises que tu aurais pu faire et qui ne sont plus les mêmes? Non, je crois pas. Après, on pourrait toujours faire quelque chose de différent. Enfin, mais la maison telle qu'elle est, elle est très confortable à vivre en fait. C'est votre bijou. Et bijou, je sais pas, mais en tout cas, oui, c'est une maison c'est pas une maison très grande, mais c'est une maison dans laquelle on vit à deux, donc elle est très suffisante. Du coup, voilà, tout est hyper pensé et pratique en fait. Donc oui, sûrement, on pourrait améliorer, quoi. Mais c'est déjà très bien. Ouais, c'est déjà très bien. Par contre, on repart vraiment du principe que c'est encore une fois et toujours le terrain qui va dessiner la maison.
On ne peut pas avoir une idée de maison tant qu'on n'a pas le terrain. Ça, c'est vraiment un truc c'est vraiment très urbain. Ça, on commence à dessiner et puis on se dit on va adopter ça sur n'importe quel terrain. Ça, c'est pas vrai. C'est vraiment le terrain. Encore une fois, c'est ce qu'on disait, c'est l'accord qu'on a passé avec ce terrain-là qui va indiquer quel genre de maison, quelle orientation. Mais c'est pas que ça. C'est vraiment, c'est presque quelle façon de vivre, quoi. Ça, je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. C'est le terrain dessine la maison. Donc les gens qui venaient nous voir, on a le soleil d'un coup. les gens qui venaient nous voir avec un dessin de maison en disant on n'a pas encore le terrain mais on a déjà le plan, est-ce que vous pouvez nous le chiffrer? On perdait absolument pas de temps à ça. On leur disait d'abord vous trouvez le terrain et après on discute. Ça c'était très clair. Ça va avec le fait que l'on fait partie de la nature, mais que du coup si on veut poser n'importe quelle maison sur le prochain terrain qu'on va trouver, ça veut dire qu'on s'impose à la nature et du coup on s'adapte moins à la nature en fait. Et bon, ouais. Faisant partie de la nature, l'adaptation c'est peut-être pas mal quand même. C'est marrant, je l'ai déjà entendu il y a quelques minutes de la bouche de Dominique ça. Et alors tu as commencé à avancer quelque chose, tu as dit ici c'est parfait parce que nous sommes deux et j'ai, alors je sais pas si c'est un ou une abonnée qui a dit est-ce que votre projet serait réalisable avec des enfants? Et je voulais savoir votre avis s'il y aurait eu de la place pour des enfants dans ce projet, notamment les premières années. Au cours de la réalisation, forcément, c'était beaucoup de travail. Comme on a tout fait nous-mêmes, avec quelques petites mains aident, mais on a beaucoup fait tous les deux. C'est peut-être un petit peu compliqué d'imaginer avoir des enfants à conduire, soit à l'école, soit à des activités, soit après pour y vivre, oui bien sûr, forcément. Enfin après c'est possible de faire une chambre de plus ou 2 chambres de plus c'est clair, c'est que quand on s'installe quelque part, il y a de toute manière 3 ans où on fait que ça quoi. On prépare le terrain, on cogite, on installe. Enfin, si on veut tout faire, pendant 3 ans, on est complètement occupé. Et je pense que pendant 3 ans, on est pas trop sorti, pas trop vu. Enfin voilà, on est complètement dans notre projet, on rencontre des gens par rapport à notre projet, et il n'y a pas vraiment la place à être attentionné à des petits enfants. Si c'est des ados, ça peut être bien, parce que ça les met vraiment dans une autre démarche. C'est de la flotte. Non, parce que... Non, mais ça sert d'autres choses. Mais donc voilà. Mais si c'est des petits enfants, enfin voilà quoi. Enfin, acheter le terrain, commencer à démarrer le jardin et être enceinte, à mon avis, c'est lourd. C'est beaucoup d'énergie. Enfin, c'est beaucoup d'énergie. Et voilà. Donc. Ouais, c'est pas incompatible, mais c'est vrai qu'effectivement les premières années, on est vraiment a dedans, quoi. beaucoup travaillé. Beaucoup construit, beaucoup et si ça dure trop, on connaissait peu nos voisins proches parce que pas le temps. Nos sorties étaient magasins de matériaux et. Ok. J'avais plein de questions, mais j'ai pris les principales et vu qu'on a répondu, là, moi ça me perturbe un peu parce que je n'ai pas envie de répéter, mais il y a quelqu'un qui a dit est-ce que sans connaissance architecturale, il est possible de faire comme vous l'avez réalisé? Et toi, hier on en avait un petit peu parlé, Dominique, et toi tu voulais rajouter quelque chose. Il vaut mieux apprendre d'abord à rêver bien, ça je répète, parce que j'ai déjà dit ça je crois dans la dernière vidéo, mais d'abord on rêve, après on fait des petits dessins, et puis après on cherche la technique la plus appropriée avec ce qu'on sait faire. Et puis si on ne sait pas faire, pour les maisons, maintenant on téléphone à Rémi, comme ça lui se chargera de former les gens pour faire les maisons. Et puis voilà, moi je crois que je dirais pas qu'il faut démarrer vierge, mais c'est pas mal quoi. C'est pas mal de pas commencer par faire une école de ceci, une école de cela. Enfin voilà quoi. Et puis les savoirs techniques. Peut-être plus que l'architecture, c'est la charpente. C'est la charpente, oui, c'est un côté plutôt savoir calculer des résistances, des forces, des côtés pratiques. Quoi. Plutôt charpentier qu'architecte. Plutôt charpentier qu'architecte. Oui. Et la dernière question, c'est une fois qu'on a, j'aime pas dire ça, mais qu'on a tout, donc vous êtes arrivé au bout. Peut-être pas au bout, mais vous êtes arrivé quand même à bien concrétiser ce projet. C'est quoi vos rêves maintenant? Transmettre. Comment on peut mieux le faire que transmettre? Ouais, je crois que c'est bien transmettre et puis avoir encore un peu plus de temps
pour lire, méditer, écrire. Voilà, ça, je trouve ça vraiment bien. Ouais. Hein? Ouais. C'est bien, on est d'accord. Ouais, bah c'est parfait. Je vous retiens pas plus longtemps. On a passé 24 heures ensemble, on a échangé et tout. Et ça fait plaisir. Moi, c'est ce qui m'arrive souvent quand je vais faire mes visites de maison autonome. Ça me fait plaisir de voir des gens comme vous parce que entre ce qu'on nous montre dans certains médias et ce qu'on peut présenter, c'est tellement positif et inspirant que ça fait vraiment du bien. Et je vous en remercie. Eh ben écoute, si ça peut permettre à plein de gens de créer leur propre réalité, leur propre rêve et de le concrétiser, je pense que c'est à mon avis, le seul vrai contre-pouvoir qu'on a. Si chacun décide de créer son monde, bah, pas mal, on va avoir des mondes sympas, quoi. Bah, si c'est un monde comme ça, oui, il y aura... Voilà. Merci beaucoup. Restez simple. Restez simple. Restez simple. Ah, vous n'avez pas prévu de faire une piste d'atterrissage bientôt ou de quelque chose comme ça? Sylvie, merci. Dominique, merci beaucoup aussi pour encore le tour. Et Sylvie, merci d'avoir accepté d'être devant la caméra, c'est pas facile. Et je pense que... alors, dernière question, est-ce qu'on vous a déjà arrêté suite à au premier... alors Sylvie, moins parce qu'on t'a pas vu. Dominique, on t'a déjà arrêté dans la rue en te disant mais je vous connais ou est-ce qu'on t'a... Ouais. Bah, c'est souvent dans les réunions qu'on fait, que ce soit à l'ADA ou des machins, où il y a des gens qui disent ah mais oui, mais je vous connais, je vous ai déjà vu, mais c'était où? Alors j'ai dit, vous regardez trop la télé, je leur dis. Mais Sylvie, malheureusement, maintenant qu'on le voit, ça risque aussi d'être arrivé. Merci mille fois. Merci à toi.